une production du Studio SF. Le temps d'un jujube. Le temps d'un jujube. Et voilà, c'est parti tout le monde. Bienvenue à le temps d'un jujube version confinement. What's up, Doug? Yo, ça va, mon chum? Ouais, ça va, man. Je suis fucking content. Hey, donne-moi 2 secondes. Ça fait chier, crise de ça. Attends un peu. Ah ouais, là. C'est sûr que je coupe pas ça puis que je laisse ça là. Ah ouais. Hey, les rudiments de la maison, là, c'est ça, là. Le Ben, devoir. c'est ça. Ouais, puis si jamais ton gars il descend en bas, c'est pas le choix, man. Il est là-dedans. Ouais. Ben là, il devrait être pas pire, là. Il est avec ma femme en haut, fait qu'on devrait être pas pire. Tu t'es arrangé pour avoir la paix aujourd'hui. Comment tu trouves ça, le confinement avec un enfant et tout? Ben, je vais t'avouer que c'est sûr que pas de garderie, pis tout ça, puis en plus que ma femme travaille encore pas mal de l'extérieur, fait que, mettons qu'elle travaille 3 jours semaine à l'extérieur, fait que c'est sûr que ça me fait 3 jours de qualité avec mon gars, mais de non-productivité, mettons. Là. Ouais. Mais j'ai bien du Toi, fun. te connaissant, en plus, la productivité, c'est quelque chose qui doit te manquer, man. Ouais, je vais t'avouer que les journées que je suis vraiment dedans, là, que je peux me permettre une bonne journée de travail, là, ça me fait vraiment du bien puis ça enlève toute mon angoisse à l'intérieur, je vais t'avouer. Parce que là, Doug, mettons qu'on... Je sais pas par où commencer, on dirait, parce que ça fait comme longtemps, puis en même temps, là, je te connais tellement bien que comme... J'ai comme envie de te parler de plein d'affaires, mais c'est comme peut-être trop personnel. Fait que là, je suis comme, attends un peu. On va commencer par professionnellement. Là. Commence par le commencement. Là. Ça part d'où, ça, Doug Saint-Louis? Là? Ça part de way back, là? Doug Saint-Louis, ça part d'un amour de la musique quand j'étais jeune. Déjà en partant, j'ai d'une famille, c'était bien musical par chez nous. Du côté de ma mère, c'est des Siciliens qui étaient pas mal sur le party, puis ça chantait, ça dansait. Mon grand-père, il jouait de la bass, de la guitare sur le perron, puis il chantait du vieux, soit des vieilles tunes italiennes ou des vieilles tunes country, un mélange un peu à l'américaine. Fait que je te dirais que j'ai grandi pas mal dans cet environnement-là. Puis vers les 14 ans peut-être, je suis tombé en amour vraiment avec le hip-hop puis la musique urbaine. On écoutait pas mal de soul à la maison aussi. Ma mère, elle aimait bien tout ce qui était soul puis les débuts du R&B puis tout ça. Puis écoute, moi, je suis tombé... à un moment donné, je chantais beaucoup plus jeune. Puis à un moment donné, j'ai mué. Puis là, j'étais plus capable de chanter. C'était dégueulasse. Puis là, je savais pas comment m'y prendre. Puis là, quand je suis tombé dans le hip-hop un peu, je me disais, oh, OK, on peut faire de quoi sans chanter. On peut y aller rythmé. On peut y aller, tu sais, un peu plus, tu sais, avec les rimes puis tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment triper hip-hop. Puis avec le temps, j'ai repris des cours de chant. Je suis revenu avec de la voix aussi. Puis là, j'ai fait un genre de melting pot de tout ça. Puis là, j'avais 16-17 ans quand j'ai vraiment parti en musique, puis vraiment dans le hip-hop urbain, mettons. Ben c'est ça, parce que pour ceux qui mettons ceux qui te connaissent pas, en fait, là, tu as fait bien des moves dans ta vie, là, on va en parler tantôt. Tu as eu des collaborations avec Snoop Dogg, Flo Rida, etc. On va en parler tantôt, mais si on repart de la base, je pense que les gens qui t'avaient connu anciennement, c'était sous le nom de Dog. Puis même les OG qui se rappellent de hip-hop franco, puis qui se rappellent de tout ça avec Silence, Bon vieux temps. Silence audible, puis tout ça. Fait que, Ouais. Ça, dans ce temps-là, vous autres, comment ça se passait? Silence audible, c'était quoi? C'était toi et Slot One? En fait, Silence audible, écoute, on va reculer encore plus loin que ça. C'était moi avec une gang de boys, puis avec des boys qui n'ont même pas continué à rapper après. On s'était fait une genre de clique. Puis il y avait un gars de Saint-Basile qui s'appelait Pee-Wee qui s'était joint à nous autres. Puis on s'appelait le Yin Yang Crew. Écoute, il n'y avait rien de sérieux là-dedans. On faisait je me rappelle, on avait des tunes sur des vieux beats, des vieux beats qu'on pognait sur des vinyles qu'on faisait jouer en arrière, puis qu'on tapait entre
on se mettait entre l'ordi avec un petit mic blanc cheapette, puis on tapait ça. Ça, c'était l'époque Yin Yang Crew. Écoute, ça n'a pas duré. Je pense qu'on a fait un show, c'était n'importe quoi. Puis après ça, ben il y avait Pee-wee qui était un peu plus sérieux dans le groupe. Puis là, on s'était dit à un moment donné, regarde, les autres sont bien cute, sont bien fins, on les aime, c'est nos chums, mais si on veut continuer à faire de quoi puis à avancer, on était bien actifs sur les forums MIRC de l'époque. Puis écoute, là, on recule loin, là, tu sais. Ouais, c'est ça, on recule quelle année, ça, à peu près, là? Mettons qu'on se situe, là. Ça, là, mettons, les années, ça, j'avais comme une quinzaine d'années dans ce temps-là, 15-16 ans. Fait que j'ose pas dire l'année, mais ça fait une vingtaine d'années, mettons. On recule dans des époques où ce que l'Internet, c'était pas, je veux dire, l'Internet... Où tu décrochais le téléphone et tout fuckait, là. Oh, ouais, tu pouvais pas exact. Comme qu'on communique, rien qu'envoyer une toune, ça se faisait pas vraiment. Tu sais, on parle d'une époque fuckée. Moi, je t'avais connu avec Hip Hop Franco, les vrais qui se rappellent de... Tu sais, dans le temps, Hip Hop Franco, il y en a qui ont connu Loud, puis Corias, tout ça, qui ont fait leur nom en premier sur des affaires comme Hip Hop Franco, que les tunes étaient uploadées là-dessus, puis tout, mais... Tu sais, toi, t'avais même fait des battles sur Hip Hop Franco, puis moi, je me rappelle de ça, dans ce temps-là, t'étais comme un des plus forts, là, tu sais, t'étais un opposant, t'étais supposé de battle Corias. Mais attends, avant qu'on aille là, il y avait l'histoire avec Pee-wee et tout, là, Saint-Basile, puis là, on voulait juste se situer. C'est ça, ben là, tu sais, on a parti Silence Audible ensemble. Je me rappelle, on a trouvé le nom de ça dans un Dunkin' Donut à genre 3h30 du matin, genre pas rapport. On faisait un genre de brainstorm, on se disait c'est quoi le nom, ça va être quoi, tu sais. Là, on trouvait que c'était cool, on se trouvait que c'était comme, OK, c'est de faire entendre les choses qui ne devraient pas être entendues nécessairement, tu sais, faire une voix de l'underground si on veut, ou tu sais, ça pouvait vouloir dire 10 000 affaires. T'sais. Puis là, on a parti cette équation-là ensemble, on a fait une coupe de tunes. Puis là, avec le bienfait de Hip Hop Franco, les débuts de HHQC et tout ça, on faisait de la promotion là-dessus de nos tunes, on sortait des trucs. Puis à un moment donné, ben, on parlait beaucoup avec Slot One, qui était bien actif aussi sur les forums dans ce temps-là. Puis on s'est ramassé à faire un paquet de petits trucs ensemble, des freestyles puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, on s'est dit, ben pourquoi pas, on le joint dans le groupe aussi avec nous. Puis bref, c'est ça. Fait que Silence Audible, c'est devenu les trois. Puis écoute, pour un 50$ de gaz, une chambre d'hôtel payée, puis un lunch, on se déplaçait à travers le Québec et l'Ontario francophone. Puis écoute, je pense qu'on en a fait des shows, ça n'avait aucun rapport. Là, la bonne vieille paye de hip-hop, man. Ouais, exactement. Écoute, moi j'ai jamais fumé, mais écoute, les boys fumaient sur le bras du monde, puis tout le monde était heureux, puis on se déplaçait, puis on savait pas trop, on arrivait à Bécomo devant une salle de 300 personnes, puis le monde chantait nos tunes plus fort que nous autres, puis nous autres, dans le fond, on n'avait même pas sorti d'album, on n'avait rien, on faisait juste mettre des tunes en ligne sur Hip Hop Franco, HHQC et compagnie, puis tous les forums de distribution de tunes de cette époque-là, là, les vieux médiums, puis écoute, apparemment, ça se promenait, fait que les débuts d'Internet, man, c'était quand même assez impressionnant qu'est-ce qu'on pouvait faire sans... Tu sais, aujourd'hui, on a tout YouTube, Instagram, Facebook, ça, mais à l'époque, tu sais, c'était au pire, tu downloadais le petit link que c'était à travers un forum bien caché. Des fois, c'était obscur, là. Fallait aller... Après ça, t'envoyais ça, mettons, à tes chums, hey, écoute ça, j'ai pogné ça, t'envoyais ça sur MSN. C'est un genre de link pour downloader, puis là, ça prenait du temps, puis hey man, c'était... Mais ça marchait, man! Le monde, on dirait qu'on... C'était comme si c'était un peu l'espèce d'effet, genre, hey, je tiens quelque chose que c'est pas tout le monde qui peut avoir, tu sais. C'était comme ce petit effet-là, genre, à ce moment-là. Puis nous autres, on était un peu cave parce qu'on brandait pas nos tunes, on mettait pas de tag, on se nommait pas dans l'intro. Fait que je me rappelle qu'on sortait plein de tunes random, puis on explorait des affaires, tu sais, on essayait, c'était pas toutes nos tunes sonnaient pas nécessairement pareil, tu sais, fait qu'on essayait des trucs. Puis je me rappelle que sur, tu sais, je me rappelle pas comment ça s'appelait, mais tu sais, toutes les places où tu pouvais télécharger de la musique illégalement au début, là, tu sais. LimeWire, Napster, puis... Napster, c'est ça, ben LimeWire et compagnie. Je sais qu'il y a plein de nos tunes qui se retrouvaient là-dessus, puis que le monde qui savait pas nécessairement c'était qui avait décidé de mettre un nom. Tu sais, parce que les autres, ils l'avaient pogné via une place sur Internet qui avait juste un code, puis c'était pas un nom. Fait que là, mettons, il y avait une automne qui se promenait, que c'était genre l'Assemblée,
L'autre, c'était Connaisseur. Mais c'était toute la même tune, mais le monde avait mis un titre, puis il avait changé un nom. Puis... Fait que là, il y avait du monde, on arrivait en show, ils savaient même pas que c'était nous autres, ils connaissaient la tune. Il venait nous voir, il disait « Hey, c'est toi le Connaisseur? » Je disais « Non, c'est pas moi partout, en région. » C'était les débuts, mon gars, c'était funny. Là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, à la base, Silence Audible, c'était... Bon, après, comme tu as expliqué, au début, c'est un crew, Yin Yang Crew, whatever. Après ça, Silence Audible est devenu quand même quelque chose de quand même... C'était quand même connu là, à l'époque, dans le sens tu travaillais avec Silence Audible parce que c'était devenu un studio à un moment donné. Là. Ben, c'est ça. C'est que là, il y a eu une grosse évolution avec ça. On a fait plein de shows, on a travaillé avec plein de monde, on a commencé. Puis là, c'est là que j'ai comme pris un peu, j'ai commencé à aimer faire du studio vraiment. T'sais, moi, dans le fond, je voulais juste pas payer au début pour aller en studio. Puis on s'entend que dans ce temps-là, j'avais une couple d'expérience. J'étais allé dans des studios, je n'aimerais pas de nom, mais j'étais allé dans des studios professionnels. Puis, pour le prix qu'ils chargeaient, ils connaissaient rien nécessairement au hip-hop. Tu arrivais là, tu payais cher, tu ressortais, tu avais une tune qui sonnait comme si tu avais fait une tune de pop rock des années 90 avec des effets bizarres. Fait que ça marchait pas. Fait que moi, je m'étais dit, je vais commencer à étudier là-dedans, puis je vais apprendre comment ça marche, puis je vais me monter un studio pour qu'on n'ait pas à payer. Je m'étais donné ce mandat-là. Déjà, je commençais, je faisais des beats, j'aimais ça composer, je jouais un peu de piano. Puis de fil en aiguille, on a monté quelque chose qui était quand même potable pour ce rec. Puis j'ai fini, ben là, je vais sûrement sauter des étapes parce qu'il y a bien des affaires. Là. Je me rappelle pas qu'est-ce qui est arrivé en premier. Mais je me suis ramassé que moi, j'étais rendu début université, puis là, j'ai comme flippé à un moment donné, puis j'ai dit « Hey, je vais aller faire un cours à Trébasse, puis je vais aller apprendre le son en parallèle avec tout ça. » Fait que là, je me suis en allé étudier à Trébasse pour apprendre la sonorisation, puis un peu plus comment ça fonctionnait. Puis à part ça, je continuais mes études, je continuais à faire de la musique avec tout ça. Puis c'est là que l'envie de monter vraiment un studio a parti. Puis avant ça, même, je m'étais monté un petit setup à la maison. Puis, c'est ça, on recordait les boys, on faisait toutes nos tunes là. Puis j'avais Kaya aussi à l'époque qui m'avait... des fois, je faisais des projets avec une maison de jeunes, la maison de jeunes quelque part. Quelque part, hein? Je sais pas si ça s'appelait déjà comme ça à l'époque. Mais je sais que lui, il m'avait repéré aussi dans ces mêmes années-là, puis on avait travaillé ensemble sur une couple de trucs. D'ailleurs, j'ai produit son premier album pas mal, peut-être pas son premier, mais en tout cas, un des premiers albums officiels qui a sorti, j'avais produit ça avec lui. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on a fait la tune L'amour, c'est une perte de temps qui a été... ah ouais, ça a été gros, man. À une certaine époque, c'était la tune, là. Ah, ça a été gros. Là. Mettons que c'est la toune que n'importe qui était ado dans ces époques-là, on nommait cette toune-là puis on la faisait en show puis ça capotait. Le monde il tripait. T'sais. Fait que, mis à part avec tout ça, là, j'avais tout ça en parallèle. Puis après ça, ben là, j'ai été faire mon cours. Fait que là, c'est là que j'ai eu l'envie de partir vraiment un label. En fait, un studio / label. Puis dans ce temps-là, vu que je travaillais encore beaucoup avec Slot One. On avait arrêté de travailler avec Pee-Wee à une certaine époque. Il est arrivé quelque chose de bien poche, là. En tout cas, c'est plus personnel, mettons qu'on garde ça pour... Ouais, ben écoute, j'ai sorti même une toune là-dessus. Fait que, tu sais, on peut en parler. Les gens de l'époque le savaient. Écoute, le gars, c'était mon meilleur chum. On vivait quasiment ensemble tout le temps. Puis j'avais une blonde très sérieuse à l'époque. Puis on finit par se passer quelque chose quand j'étais pas là. Fait que ça a duré un bout de temps. Puis, bref, quand j'ai appris ça, ben ça a pas mal cassé le groupe en deux, mettons. Fait que Slot One est resté avec moi, puis on a continué à avancer, puis on a mis Pee-Wee de côté du groupe un peu. Et écoute, on apprend de nos erreurs dans la vie. Des fois, c'était bien malheureux. Ça fait tellement longtemps que c'est une vieille histoire, mais ça fait partie du cheminement de tout ça, là, quelque part. Là. Ben, écoute, ça fait partie de mon histoire, là, tu sais. Puis, je veux dire... l'eau a coulé sous les ponts, puis après des années, j'ai revu Pee-Wee des années plus tard, on s'est reparlé, puis c'était correct. J'ai vu mon ex aussi. Dans le fond, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Là. Aujourd'hui, je suis marié avec une femme que j'adore, j'ai un garçon. Fait que, je veux dire, peut-être que si ça s'était pas arrivé, peut-être ça aurait changé toute ma trajectoire, puis fait qu'il arrive rien pour rien. Mais ça, c'est vrai. Ouais.
Fait que ça, c'était l'époque. Puis là, ben, si je continue ma lancée, tant qu'à ça, si vous voulez me faire... Ouais, vas-y, man, c'est Hey, bon, là. là, on parle de parce que là, c'est important que le monde comprenne, parce que là, là, c'est vraiment les débuts de ça, mais tu as un méchant parcours dans la musique. Ah ouais. On part des limbes, là. On part de loin. Mais, Ouais. fait que vas-y, moi, j'aime ça entendre ça, parce que justement, Moi, à chaque fois que j'entends l'histoire, je suis quand même down. Là, je suis comme, dans cette parce que moi, Là, même en racontant l'histoire, je me rappelle des bouts. C'est ça qui est le fun, c'est que, tu sais, moi, on dirait que, je sais pas pourquoi, mais je me mets tellement de projets dans la tête en même temps qu'on dirait que ma mémoire à long terme, des fois, il n'y a pas assez de place pour tout garder en tampon en arrière. Fait que des fois, quand je me mets à parler de même, il y a des souvenirs qui me reviennent que j'avais complètement oubliés. le gars, il commence à pleurer. C'est vrai, c'est vrai. Non, on se rendra pas là. Mais, ça serait hot, par contre, man. Ça serait un esti de bon scoop. ouais, ça, ouais, mais... Non, c'est mais là, c'est ça, tu vois, juste en parlant, quand j'ai fini mon cours à Trébasse, en parallèle avec tout ça, tu sais, je travaillais toujours avec Slot One, mais là, j'avais commencé... C'est sûr que lui, il avait commencé à travailler avec un autre clic aussi à l'époque. Ouais. Avec, Slot One, ça? Slot One, ouais. Il avait commencé à travailler beaucoup avec l'Expressif P280 en ville, puis c'était parti un groupe aussi. C'était pas mal plus street. Ouais, c'était pas mal plus street leur affaire. C'était vraiment bon, par exemple, ce qu'ils faisaient. C'était peut-être trop avant-gardiste pour Montréal puis le côté francophone, par exemple. Tu sais, c'était très street à l'américaine, mais en français. C'était pas un Soulfly ou je sais pas trop. Ouais, exactement. C'était Soulfly. Puis c'était vraiment dope pour vrai ce qu'ils faisaient. Mais moi, c'était moins mon bag. Fait que c'est là qu'on a commencé on continuait à travailler ensemble. On faisait encore des shows, mais tu sais, nos chemins se sont comme séparés un peu. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais vraiment dans un mood R&B, tu sais. Puis en finissant mes études à Trébasse, je travaillais avec Jeff et une fille qui s'appelle Tracy. On avait une espèce de petit trio R&B qu'on produisait des tunes et qu'on chantait. Tracy, elle chantait super bien, elle avait pas d'accent en anglais, fait que c'était vraiment intéressant les tunes qu'on montait. Puis elle, sa sœur, travaillait dans un label à New York, qui était un petit label indépendant, mais qui était quand même cool. Puis m'avait offert de faire un stage là-bas. Fait que en sortant de l'école. Fait que c'était quand même cool. Fait que j'avais pu aller avoir l'expérience d'aller à New York puis voir un peu comment ça se passait. Puis c'est là que ça m'a vraiment donné le goût de partir un genre de petit studio label. Tu sais, quand j'ai vu comment ça marchait là-bas, je trouvais ça cool. J'étais comme ben c'est nice. Il y en a quelques-uns ici au Québec, mais ça m'a comme donné la motivation de pousser pour ça un peu. Fait que quand je suis revenu au Québec après ça, j'étais genre ultra motivé. Puis j'étais comme OK, on part ça. Fait que c'est là que j'ai acheté ma première petite maison. Puis j'ai commencé à faire mon studio pour faire le studio pour la compagnie. C'est là que ça a parti vraiment l'idée de devenir réalisateur. Chris, t'étais quand même game de. C'est quand même un investissement, c'est quand même gros, là, s'acheter une maison, partir un studio, puis tout ça. T'avais quel âge à ce moment-là? Genre 20 quelques? J'étais j'avais 20 ans pile. J'étais début vingtaine, c'était fin 19 ans, début de ma vingtaine. Chris, quand même, là, parce que, tu sais, moi, il me semble que m'acheter une maison, c'est quand même un gros investissement. Puis en plus, en me disant, c'est pour partir une business d'enregistrement, le studio, puis ça, c'est comme... Ben, c'était une maison qui appartenait à une de mes grandes tantes qui était dans la famille. Fait que c'est sûr que j'ai eu comme un bon deal. Mais ça m'a pas été donné quand même. Là. Il a fallu que je passe à la banque, etc., endosseur et compagnie. Puis écoute, on a parti ça là. Puis le premier studio, c'était vraiment... c'était bien fait pareil, mais c'était à la bonne franquette. Là, mon insonorisation de mes murs, je me rappelle pour couper la réverbération, c'était du tapis gris. Brocher ses murs, avec des trous qu'on s'était fait des genres de petites bass traps faites avec du feutre puis de la watt. Puis, c'était bien fait, c'était beau, mais c'était tout fait à la main avec bien de l'amour. C'était une recette maison, mettons. C'est vrai dans Christ, ouais. Ouais, c'était cool. Puis c'est là qu'on a parti l'équation. En fait, ça, c'est quand le studio a été bien fait parce que dans la maison, la première pièce que j'ai faite pour pouvoir opérer plus rapidement, c'était vraiment miniature. Ça avait l'étoffe d'un garde-robe. Puis on avait fait un genre de rideau, comme un rideau d'hôpital, pour séparer les chambres, fait en gros tissu épais.
Puis ça faisait comme un rond dans ma pièce. Puis moi, je travaillais comme avec mon bureau à côté ici. Puis j'avais, tu sais, quand je fermais le rideau, ça m'accotait dans le dos. Fait que j'avais le gars qui chantait genre à 2 pieds en arrière de moi, les écouteurs, fallait pas que je bouge, fallait pas que je fasse un son, tu sais. Fait que ça, c'était le premier petit studio qui a été fait là. Puis là, ben, pendant ce temps-là, je construisais l'autre, tu sais, puis j'avais hâte de finir l'autre bord pour arrêter de pogner des clients dans cette place-là parce que c'était spécial. C'était rendu gros à un moment donné, le silence audio. Moi, je me souviens que c'était comme la place à Rec, là, comme bien connue, là. C'est pas mal tout le monde, là. Même nous autres, là, mettons, moi, j'enregistrais chez Excelé avec de ce type tout. Ouais. Puis, tu sais, silence audible, c'était comme... C'était comme une coche, là, tu sais. Ouais. Ben ça, c'est après. Là, on avait fait le studio comme ça. Puis là, moi, je travaillais en plus dans une autre compagnie pour faire... je faisais de la sonorisation dans une compagnie qui faisait toutes sortes de livres et de trucs audio pour les aveugles. Fait que dans le fond, moi, j'étais directeur d'une compagnie comme ça. Puis je roulais les deux places. Puis à un moment donné, j'étais brûlé ma raide. Puis je me suis dit, OK, là, si tu veux faire ça temps plein, il faut se lancer. Fait que là, c'est là que je me suis dit, OK, j'ai fait les démarches pour me lancer. Puis où on était, la rue où j'avais acheté la maison, c'était pas, je pouvais pas avoir pignon sur rue pour un studio légal, tu sais. J'avais pas le droit, c'était pas une rue commerciale. Puis vu qu'ils jugent qu'un studio, à cette époque-là, il y avait pas tant de studios qui faisaient juste de la production vocale, mettons. Fait que les autres, pour eux, un studio, c'était, tu sais, du drum puis des affaires qui dérangent les voisins. Fait que, tu sais, j'avais pas le droit d'être là. Fait que c'est là que j'ai team up avec une de mes chums de longue date qui s'appelle Maryse, qui avait étudié là-dedans puis qu'on avait déjà travaillé beaucoup ensemble sur des shows, toutes sortes d'événements, plein d'affaires. Puis elle avait la fibre entrepreneuriale, si on veut. Là, elle était motivée à m'aider à venir comme pousser la compagnie. Elle connaissait bien les façons de faire, j'imagine, là? Ben, exactement. Elle avait une bonne notion de tout ça. Puis, tu sais, on avait déjà travaillé beaucoup ensemble sur plein de projets. Fait que je trouvais ça cool. Fait qu'on s'est mis ensemble pour faire des demandes, pour partir vraiment le studio. Et c'est là qu'on a eu vraiment le studio à Longueuil, sur Saint-Charles, dans le fond. C'est qu'on a loué un local, puis qui était les anciens studios de Ciel FM, dans le fond, qui avaient fermé. Fait que c'était déjà tout insonorisé. C'était déjà disposé comme avec des booths puis tout. Fait que, il a juste fallu qu'on fasse un paquet de réno puis mettre ça à notre goût pour que ce soit beau puis tout ça. Puis c'est là qu'on a parti vraiment la compagnie label Silence Audible officielle de l'époque. Et est-ce que pour toi, c'était important de rester sur la Rive-Sud ou c'était pas... ça a juste à donner? Non, c'était un must. Moi, tu sais, en tout cas, je chanterai pas la toune je suis né sur la Rive-Sud, là, mais c'est pas mal ça l'histoire. Tu sais, j'ai toujours été sur la Rive-Sud. J'adore le fait que d'être sur la Rive-Sud, surtout dans le coin de Longueuil à l'époque. J'ai adoré d'avoir une adolescence où j'étais à 15 minutes du centre-ville. C'était facile d'accès. Mais pour moi, c'est un must de rester, que le studio soit sur la Rive-Sud parce que c'est un produit de la Rive-Sud. Je travaillais avec les gars de la Rive-Sud. Je l'avais tatoué sur le cœur, si on veut. Fait que c'était bien, bien important que... C'était bien important de rester dans le South Shore, maintenant. On s'attache à la Rive-Sud, là. Comment? On s'attache à la Rive-Sud, tu sais. On s'attache à Longueuil. Écoute, c'est sûr, moi, c'est ça. À date, c'est pas mal toute ma vie. Je suis jamais... tu sais, j'ai vu bien des coins de pays, mais pour habiter, j'ai pas habité à l'extérieur de la Rive-Sud, puis je ferais pas le contraire. Là, moi aussi, je suis un peu dans ce vibe-là. Là. Je suis bien content, man. J'aime ça, la Rive-Sud, man. Je suis bien ici. En même temps, tu es à côté de Montréal quand même. T'sais, on dit la Rive-Sud, mais tu veux dire, tu as 10 minutes de char, même pas, puis tu as traversé le pont, tu es à Montréal. Fait que tu as tout ce que tu as besoin de prendre. Ben, nous autres, c'est ça qu'on tripait, mettons, sur Saint-Charles. C'est que c'était quand même une belle rue. Ceux qui connaissent pas, c'est comme une rue quand même commerciale. C'est comme le vieux Longueuil, dans le fond. Là. C'est le beau petit spot, là. C'est ça, c'était le vieux Longueuil. Puis à côté, c'était tous des cabinets de dentistes, avocats, des beaux petits restos, puis tout. Fait que c'était une belle rue à travailler, même si on était tout le temps enfermés dans le sous-sol. Mais quand on sortait un peu, avoir un meeting le soir, c'était le fun, c'était une belle rue. Puis ce qui était pratique, c'est qu'on était à 15 minutes. On était à 15 minutes du métro, 15 minutes du pont Jacques-Cartier. Je veux dire, même le monde qui venait de la ville, au début, il appelait puis il savait pas trop. Il était référé. Il était comme, ouais, là...
Là, je viens de Montréal, ça marche comment? Quand tu dis ça arrive ça, les autres, ça leur fait peur. T'imagines, ça prend une heure se rendre. Là, tu sais. C'est ça. Moi, je disais, regarde, tu débarques du métro, puis soit que tu prends un bus, puis si tu veux pas, tu prends un taxi, ça va te coûter 6$ de taxi, t'es rendu. Là. Je dis, pour vrai, si t'es pas capable de payer 6$ de taxi, tu seras pas capable de payer ton temps de studio. Là, fait que... Ouais, non, c'est ça. Là. Dans ce temps-là, ça roulait-tu le studio? Est-ce que tu arrivais à vivre de ça quand même? Ou Ça roulait, mais ça roulait. Je te dirais que ça a bien été pendant une couple d'années. Mais à un moment donné, on a frappé un peu un mur parce qu'il aurait fallu que j'arrête de faire autre chose que juste faire du studio. C'est là où on embarque dans Doug Saint-Louis apparaît, puis là, tu veux faire tes shit, c'est ça? C'est ça. C'est que là, moi, j'avais été habitué avec Silence Audible dans le temps, le groupe. Je faisais des shows, on écrivait, on montait des tunes, on faisait tous nos trucs. On faisait des tournées, ça roulait. Puis là, je me retrouvais comme en arrière vraiment beaucoup. Là, j'étais vraiment focusé sur, OK, là, je produis d'autres mondes. Je fais des beats pour d'autres. Je fais de la réalisation, je fais plein de projets, mais j'ai plus de place pour Doug Saint-Louis, l'auteur-compositeur-interprète, mettons. Fait que c'est un peu ça qui était rough, que j'ai trouvé rough, dans le fond, c'est que j'essayais de me donner du temps pour faire mes trucs à moi. Puis c'est là que ça venait comme nuire un peu dans l'engrenage. Il y a des décisions qu'on aurait dû prendre où j'aurais dû former plus de monde, puis avoir un roulement du studio où j'aurais pu avoir un second studio puis travailler mes trucs pendant ce temps-là. Il y aurait eu une manière de faire, mais avec dans ce temps-là, je voulais tellement... le monde qui venait au studio voulait juste travailler avec moi, puis il voulait absolument que ce soit ça. J'avais VP, Visage Pâle, qui travaillait au studio avec moi aussi dans ce temps-là, qui prenait plein de clients puis qui s'en venait vraiment bon. Mais j'avais des clients qui venaient qu'il fallait absolument que ce soit moi tout le temps. Fait que je faisais des 60 heures semaine de studio. Puis en bout de ligne, c'est ça, en bout de ligne, j'avançais pas sur mes trucs. Fait que là, je me noyais un peu là-dedans. Puis c'est sûr qu'aussi le local qu'on a choisi était vraiment nice, mais il était vraiment coûteux aussi. Fait que là, tout ça dans l'équation faisait que on essayait des trucs, puis des fois ça fonctionnait, des fois ça fonctionnait pas, mais je pense qu'on était en train de se perdre un peu. Aussi dans les dimensions du label, commencer à produire des artistes puis investir de l'argent avec des artistes. Là, il y avait trop d'affaires. Je pense qu'on a trop été... on a trop éparpillé un peu trop? On s'est éparpillé, puis on a vu un peu trop grand, un peu trop vite, je pense. Il aurait fallu, comme prendre notre temps, avancer un pas à la fois, mais là, on dirait que ça allait tellement bien, puis tout le monde... on avait beaucoup d'intérêt de beaucoup de gens autour de nous. On travaillait avec des artistes qui s'en venaient plus de renommée. Puis là, on dirait qu'on s'est comme pitché un peu trop vite. Puis je pense que c'est ça qui a été comme qui a mené à notre perte un peu en tant qu'entreprise, mettons. Si on peut. Mais pour toi, personnellement, je pense que ça t'a appris beaucoup là, au final. Oui, ben c'est ça, j'ai appris énormément. Écoute, ça n'a pas été un échec dans le sens que, on ne s'est pas rendu à la faillite, on ne s'est pas rendu, à rien. Je te dirais que c'est juste qu'à un moment donné, on a décidé que le côté label, c'était peut-être too much. Puis moi aussi, j'étais un peu tanné de produire que d'autres artistes sans que mes trucs avancent. Puis surtout que dans ce temps-là aussi, à cause du loyer à payer et toutes les choses à payer, on n'avait pas nécessairement la liberté de choisir. Il fallait prendre tous les clients qui passent. Fait qu'à un moment donné, on avait des clients vraiment, vraiment random qui venaient enregistrer des tunes qui n'avaient aucune expérience. Puis là, je venais de démotiver. J'étais comme, OK, c'est cool, mais genre, la session d'avant, j'étais en train de faire, je name dropperai pas du monde, j'étais en train de travailler de quoi de vraiment cool, puis là, j'étais en train de faire, on était en fin de soirée, puis j'étais en train de faire Petit Bobé, que c'est la première fois qu'il enregistre, que ma tante, elle paye une toune, puis qu'il sait pas partout ce qu'il fait. Fait que, tout ça ensemble, c'était comme les cœurs en titre. Je me suis dit, c'est tout ça que je veux faire dans la vie. Je veux être soundman ou je veux être auteur, compositeur, interprète, puis réalisateur, C'est là qu'il a fallu que je prenne une décision, À quelque part, tu te perdais peut-être un peu là-dedans, Ouais, non, mais c'était un bon move au final, là. En tout cas, par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, je pense que c'était le meilleur move à faire, là. Ben oui. Et là, après ça, avec ça, j'imagine qu'après ça, il y a eu comme probablement une passe creuse. Non, mais tu sais, j'imagine que là, mettons, ça se finit, là, peut-être que tu devais continuer à travailler la musique, mais que genre, t'étais peut-être moins là-dessus. Puis c'est-tu là que t'as commencé à rencontrer Audio Playground?
Ben, c'est ça. C'est que là, il y a eu une couple de passes un peu rough. Tu sais, comme il y a eu des affaires qui ont super bien été. Tu sais, comme, admettons, on a eu des good luck, on a eu des bad luck. Tu sais, comme là, on produisait beaucoup d'albums de beaucoup d'artistes québécois. Puis ça commençait à être intéressant. Puis même, à un moment donné, on avait fait un joint venture avec Sir Pathétique, dans le fond. On a produit quand même 3 de ses albums. Puis on était rendu... moi, j'avais un band dans ce temps-là qui était monté. On faisait les shows avec lui. On faisait plein de trucs. Quand tu dis on, c'est qui ça, on a produit? Ben, je parle de Silence Audible, dans le fond. Fait que, Okay. dans le fond, moi puis Maryse, à l'époque, là, tu sais, Okay. c'est ça. Mais on a produit dans le sens qu'on gérait la production avec lui de son album. Mais tu sais, c'est moi qui faisais la réalisation avec lui. Tu sais, beaucoup de production aussi. Puis là, ben, c'est ça, on avait un band de montée, puis on avait une belle équation dans le sens qu'on se déplaçait ensemble pour tous les shows. Moi, j'ouvrais le show pour lui, dans le fond, avec mon band. Puis après ça, le band restait sur le stage, puis on allait vers l'arrière. Puis c'est ça, Sirpat faisait son show avec Billy Nova. Puis nous, on restait en plus, moi puis la chanteuse avec qui je travaillais, on restait comme choristes. On avait une couple de tunes ensemble, on performait. Puis c'était une belle équation, c'était cool. La seule affaire qui a été plate, c'est que ça a tombé avec un paquet d'affaires de management. Finalement, la tournée qu'on avait toute montée est tombée à l'eau. Puis en tout cas, les affaires qui arrivent dans la vie. Fait que là, tu sais, ça nous a fait mal aussi parce qu'on avait investi beaucoup d'argent là-dessus, puis tout sur la pré-prod, puis tout préparé. Fait que, au final, ça, c'était une couple de bad luck. C'est là que la période creuse arrive, comme disait G7. Période creuse. Là, on s'est ramassé dans une année où ça semblait un peu plus rough, puis on était un peu écœurés. Moi et Maryse, on était un peu à bout. Ça roulait pas comme on voulait, puis je pense qu'on se voyait les deux ailleurs. Puis on continuait par respect mutuel à essayer de pousser puis de monter la côte. Puis c'est là, j'ai fait un contrat par rapport. Écoute, ça roulait encore bien dans le sens qu'on avait quand même beaucoup de contrats. C'est juste que je pense qu'on était tannés de cette équation-là. Puis financièrement, on n'était pas rendu pas en tout où on voulait. À cette époque-là, ça allait pas comme on voulait. Puis là, je me suis fait approcher pour faire une traduction à un moment donné par un gars qui s'appelle Gino Baggio. Puis, via plusieurs intervenants. Puis, j'ai reçu ça un vendredi soir. C'était une toune, dans le fond, il y a une grosse mode à un moment donné pour garder le contenu francophone le plus possible. Il a commencé une genre de vague où les gens faisaient beaucoup de traductions de tunes anglophones, autant canadiennes qu'américaines. Ouais. Puis faisaient affaire à des artistes locaux pour aller chercher le marché. C'est un peu ce qui est arrivé dans le fond avec ça, c'est que moi j'ai reçu la toune un vendredi soir, je savais pas trop d'où ça venait. C'était en fait Richard Lafrance qui est un tracker qu'on engageait dans le temps, qui est d'ailleurs encore mon tracker à moi. Et le tracker d'Adamo aussi. Ouais. Fait que, le monde était petit. Via ça, via Dave de Cartel, en tout cas, bref, mon nom avait repopé sur une genre de liste. Puis j'étais comme sur la liste. Lui, il voulait faire traduire la toune. Il y avait une toune déjà prête avec son band qui s'appelait Audio Playground, dans le fond, qui roulait déjà. Puis là, moi, j'étais sur une liste de 10 noms. Je pense que j'étais le 7e nom sur la liste de 10. Fait que lui, il avait contacté le monde en partant d'en haut. Puis là, il envoyait la toune. Puis il disait, tu sais, genre, je cherche quelqu'un pour faire une traduction. La toune, elle va jouer à la radio. Il y avait quand même un très bon pédigré de résultats pour sa toune, pour les tunes qu'il avait produit avant. Fait que bref, quand c'est arrivé entre mes mains, moi, j'ai reçu ça. Je savais aucun détail. Je savais que c'était Audio Playground. Je savais que le gars s'appelait Gino Baggio dans le courriel. C'est tout ce que j'avais. Je savais pas c'était qui. Fait que là, je suis allé faire une petite recherche Google le vendredi soir pour voir c'était qui. T'sais. Puis là, je vois que ils ont eu la tune Famous qu'ils ont faite avec Cardinal Official, qui a été un gros numéro 1 BDS, qui a roulé vraiment beaucoup au Canada, aux États-Unis, tout ça. Puis je vois qu'il y a eu plein de tunes qui ont pogné. Fait que là, je me dis, tu sais, c'est un contrat intéressant, on va se donner. T'sais. Fait que là, moi, pas capable de rejoindre une personne la fin de semaine, j'ai pas de contact, je sais pas comment le rejoindre. Je sais juste que je peux lui renvoyer un courriel, tout ça. Fait que là, moi, je suis pas du genre à faire les choses à moitié. Fait que quand j'ai eu la toune, premièrement, j'ai traduit la toune au complet en gardant juste un mot.
Puis dans le fond, la tune, c'était la tune Emergency, que sûrement ceux qui me suivent connaissent. Fait que je l'ai traduit tel quel en gardant juste le Emergency et tout le restant en francophone de la traduction. Puis là, je n'étais pas capable de montrer ce que ça allait donner. Puis je me dis, c'est bien beau des paroles, mais tu sais, ça ne te dit pas comment tu vas l'interpréter. Tu sais, lire un texte d'une traduction, des fois, ça peut être bien beau, mais il faut que tu l'entendes vraiment. Puis là, ben, j'avais pas le beat, j'avais pas rien. Fait que je me suis dit, ben gars, j'ai le temps, là, j'ai le temps en fin de semaine, je vais me donner. Fait que j'ai commencé à remonter le beat au complet. J'ai fait venir mon guitariste. J'ai fait rentrer en studio, j'ai demandé une petite faveur, il est venu me taper des gits. On a refait le beat, tu sais, presque identique, là, pas mal identique. Puis là, j'ai réenregistré la tune au complet, plus les back vocals, tu sais, je l'ai enregistré et mixé prête à partir au mastering, là. Puis là, ben, ça, rendu au dimanche soir, j'avais pas mal passé la fin de semaine là-dessus. Fait que là, rendu au dimanche soir, je fais envoyer le MP3 par courriel. Puis je me dis, on verra bien ce qui arrive. T'sais. Fait que j'envoie le texte puis le MP3. Fait que là, le lundi arrive. On reçoit un appel au studio de Gino, justement. Puis qui veut absolument me parler. Moi, j'étais en session avec des clients. Là, il dit, ben là, va lui dire d'arrêter ça. Là. Il dit qu'il prenne une minute, qu'il vienne me jaser au téléphone. Je suis comme, OK. Fait que là, je commence à jaser avec. Là, il m'explique, il me dit, ben là, il dit, j'ai envoyé la toune à 7 personnes. Ben, 6 personnes avant toi. Là, je dis, ouais. Là, il dit, là, j'ai descendu la liste. Puis il dit, tout le monde m'a envoyé une petite traduction vite faite ou m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Puis j'ai dit, toi, tu reçois ça vendredi, puis le lundi, tu m'as envoyé une toune finale comme si c'était prêt à la radio, puis je n'avais même pas le beat. Là, je dis, ouais, j'ai passé la fin de semaine à faire ça. On a fait ça. Fait que là, il me dit, il dit, est-ce que tu veux qu'on soupe demain ensemble? Puis là, je fais, OK, on peut bien. Fait que là, il me dit, mais il faudrait que ce soit tard, tu sais, dans la journée. Mais moi, je sais pas rien, là, tu sais, je connais pas le gars, je sais pas trop d'où il vient. Je me dis, ben ouais, on va aller jaser. Fait que là, le lendemain, on va souper. Je l'invite à souper sur Saint-Charles, juste à côté. Moi, je ne sais pas qu'il est dans l'Ouest canadien puis qu'il a pris un vol juste pour venir me jaser à la fin de sa journée, puis c'est pour ça qu'il faut qu'on aille souper tard. Il me dit, réserve ça le plus tard possible. Fait que là, parle, jase, on se met à parler. C'est un passionné de musique. Écoute, le gars, il est DJ, il a travaillé sur plein de trucs. Il a comme pogné un genre de coup de foudre, tu sais, en commençant à produire de la musique, puis il trippe bien raide. Puis, comme il me dit, lui, ça faisait des années qu'il était là-dedans, puis il dit, j'ai jamais eu affaire à quelqu'un, envoyer quelque chose puis qui me renvoie de quoi d'aussi vite et complet. Fait qu'il dit, il faut qu'on travaille ensemble. Fait que c'est de là que ça a parti, tranquillement, de fil en aiguille. Écoute, on a fini, ben avec Maryse, de toute façon, elle se voyait ailleurs, rendue là, puis c'était bien. Fait qu'on a fermé, en fait, Gino a racheté sa partie de l'entreprise qu'on a changé de nom. Puis l'entreprise est devenue Audio Playground. Puis ça va faire 7 ans là, qu'on travaille ensemble puis qu'on a vécu des affaires assez débiles ensemble. C'est-tu avec la toune Emergency, dans le fond? C'est ça? Dans le fond, c'est ça. C'est que moi, j'ai fait la toune Emergency, puis là, il y a toute une autre histoire qui vient avec ça. Là. Ça, c'était notre rencontre à moi et Gino, mais moi, quand on a fait la toune, c'était juste une version comme ça de la toune. Puis là, moi, je savais pas que une couple de semaines après qu'on allait se ramasser avec un featuring de Snoop Dogg sur la toune. Fait que là, c'était assez débile. Dans ce temps-là, tu sais, j'étais pas... Ben, même pas dans ce temps-là. Je vais t'avouer que, écoute, c'est une collaboration avec Snoop Dogg. C'est quand même une scène, là. Mais comment que ça s'est fait, ça? Est-ce que tu es au courant un peu de comment que ça s'est fait dans le sens... comment ça fonctionne pour faire une collaboration avec Snoop Dogg? Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, c'était quoi? Ben, ça prend des contacts puis ça prend de la crédibilité beaucoup. C'est que moi, dans ce temps-là, tu sais, moi, je me suis joint à Audio Playground, le groupe, après le single d'Emergency. Mais dans ce temps-là, dans le fond, moi, ils m'avaient comme engagé comme un featuring, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, la tune, c'était Audio Playground, tu sais, feat, Doug Saint-Louis et Snoop Dogg. Tu sais, je faisais pas partie du groupe. Fait que dans ce temps-là, j'avais pas été dans toute l'équation
du cheminement. Moi, j'ai juste su, à un moment donné, par un appel, que Snoop allait être sur la toune, tu sais. Fait que moi, je capotais bien raide, là, tu sais. Je veux dire, quand j'ai commencé à vraiment faire du hip-hop, tout ça, quand j'avais 14 ans, C'est ça, tu l'écoutais, là. j'écoutais du Snoop, j'écoutais du West Coast, j'écoutais un peu de tout, mais tu sais, c'était un de mes idoles, là, je veux pas, là. C'est un gars qui a toujours été là, là. C'est encore fou qu'il est encore là aujourd'hui. Ça fait quoi, 30 ans qu'il a commencé, lui, ça n'a pas d'allure, là, tu sais. Puis c'est encore un icône aujourd'hui, là, tu sais. Mais clairement, moi, j'aurais capoté. bref, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça prend les contacts. Tu sais, ça prend les contacts. Il faut que tu payes pour le featuring avec lui. C'est un investissement, dans le fond, que tu récupères avec tes plays après. Mais c'est surtout, je te dirais, les contacts et les résultats, dans le sens que avec les autres tunes d'avant qui avaient charté dans le Billboard, avec BDS et tout ça, ça faisait un peu les preuves qui montrent à son label puis aux gens autour de lui qui managent ses trucs que on fera pas une toune dans le vide. Il faut que la toune elle se rende quelque part. Puis après ça, ben, c'est beaucoup les contacts pour se rendre là. C'est le contact qui fait que là, tu as le meeting, puis tu vas t'asseoir, puis là, tu peux jaser. Puis, mais ça, à la base, c'était pas toi qui l'as trouvé, dans le fond, c'était Gino. Ben... Non, ça, c'était Gino qui était. AP3. Audio Playground. AP3, c'est venu plus tard. Là, c'était vraiment Audio Playground. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était Audio Playground. Fait que c'était vraiment Gino qui avait fait toutes ces démarches-là. Lui, il avait eu la chance de le rencontrer déjà. Il avait déjà rencontré Snoop sur un truc de boss. Puis là, par rapport à ça, il y a eu le contact. Fait que là, il a pu le recontacter puis se rendre jusqu'à lui pour ça. Fait que, tu sais, il y a eu quand même une approche organique derrière ça. Mais tu sais, je veux dire, t'as pas le choix d'avoir les contacts et les preuves que t'as déjà, tu sais, que tu t'en vas quelque part avec ça. Là. Parce que, tu sais, je veux dire, n'importe qui aurait les contacts, qui fait une super bonne tune, qui dit, hey, OK, on va faire une tune, je pense que je vais en pousser puis ça va être cool. Ben, tu sais, ils ne prendront pas de chance avec toi. Ils se disent, regarde, nous autres, si ça sort, faut pas que ça sorte broche à foin. Faut quand même être sûr que ça se rende bien traqué dans les radios, que ça charte quelque part. Il faut qu'il y ait une équipe en arrière, il faut qu'il soit confiant, faut que soit. Ça ne peut pas arriver random, là, puis juste dire, hey, man, on s'est parlé dans le passé, on fait ça. C'est ça, exact. Puis, tu sais, Gino, c'est un gars qui est vraiment bright, qui est super bright côté marketing. Il avait bien étudié le terrain, il savait pas mal comment il parlait. Il avait déjà rencontré plein de gens de l'industrie pour il a été chercher plein d'informations. C'est sûr que lui pourrait le raconter mieux que moi, là, mais il a été chercher plein d'informations de plein de contacts que lui, il respectait beaucoup, qui se sont soit autoproduits ou qui se sont rendus loin. Puis il a comme été chercher au compte-gouttes de l'information de plein de gens pour apprendre vraiment comment l'industrie fonctionne puis rentrer là-dedans. T'sais. Fait qu'il y avait vraiment un bon mind state pour le côté business puis création musicale, tout ça. Fait que, ça s'est-tu passé de la même façon? Parce que là, c'est ça, tu as travaillé aussi avec Wyclef et Florida. Ça s'est-tu passé de la même façon par l'entremise de Gino? Puis j'imagine que oui. Ben là, ça a été c'est vraiment lui qui s'occupe du côté marketing avec de ce côté-là. On a chacun nos tâches. On crée, dans Audio Playground, dans le fond, là, après, dans l'équation, je me suis joint dans le groupe. On a eu beaucoup de succès avec Emergency. Ça a été numéro 1 BDS Canada. Ça a charté aux États-Unis. On a eu des super bons résultats. On était vraiment contents. Puis c'est là que dans l'équation, on a commencé à cheminer puis à partir de notre entreprise. On avait fermé le studio sur Saint-Charles, puis on a fait construire un studio sur la Rive-Sud un peu plus loin. Puis moi, j'étais vraiment content qu'on pense à cette option-là parce que je voulais rester proche du studio parce que j'étais écœuré sur Saint-Charles. J'étais tout le temps parti. Puis ma femme était bien patiente. Puis, à un moment donné, être partie 12 heures par jour, 6 jours semaine, tu viens que tu t'ennuies. Là, elle avait beau venir passer des journées au studio puis tout, mais c'était pas pareil. Ben, c'est ça. Tandis que là, avec le studio, en travaillant autant, ben, je peux me permettre d'aller souper, prendre une petite demi-heure, souper ensemble puis tout. Mais là... excuse-moi, vas-y, excuse. Non, mais c'est ça. Ben là, c'est parce qu'on parlait des autres featuring. Fait que, c'est ça. Fait que, nous, on a, avec Audio Playground, c'était beaucoup une approche single par single. On pensait à un album, mais c'était vraiment, on attaquait un single puis on le poussait le plus loin qu'on était capable de pousser. C'était la formule que Audio Playground suivait depuis ses débuts, que Gino avait parti avant que je sois là. Puis quand je me suis joint dans l'équation, on a continué cette formule-là qui fonctionnait bien aussi.
Fait que, tu sais, suite à ça, le premier featuring qu'on a fait après avec Emergency qui allait bien, c'est que là, on avait déjà la porte ouverte avec Snoop, on avait eu des bons résultats, ça allait bien. Puis là, lui, il venait de faire son annonce qui switchait vraiment pour Snoop Lion. Ouais, Snoop Lion, ça a duré un an. Dans le fond, c'était le temps d'un album, là. C'était un stand. Ouais, ça a duré un an et demi, je pense. Moi, j'avais vu le documentaire, puis moi, dans le documentaire, là, t'es sûr que là, ça y est, là, Snoop, il est parti, il est hippie, puis là, finalement, là, 3 mois après, Snoop, il est redevenu Snoop. Là, t'es comme, what the Ah, mais moi, je te dirais que c'est pas mal... lui, c'était pas mal l'exemple parfait de le temps d'un jujube. Là. Il doit avoir popé une coupe de jujube de trop, là, puis là, il est sur le top, après ça, il est revenu, il s'est dit, bon, qu'est-ce que c'est calisse-là, moi, là? Je pense qu'il a été trippé... il a peut-être été un peu trop en Jamaïque back-to-back. Là. Mais c'était pas mauvais. Il me semble que c'était pas mauvais. Ouais, c'était bien fait. C'était pas mauvais, mais c'était pas un Snoop Rapper, là, mettons. Ouais, c'est ça. C'est juste que, tu sais, il y avait comme eu un trip, là, tu sais, qui était parti dans un vibe Marley beaucoup, puis là, il était rendu, tu sais, je pense qu'il a passé pas mal de temps avec la famille Marley, puis en Jamaïque, ça l'a amené à une espèce de vision qu'il voulait suivre, tu sais. Je pense pas que c'était une mauvaise chose non plus. Non, c'est une bonne affaire. C'est ça, puis là, ben nous, vu que notre single, il avait bien été ensemble, ben là, on se disait, coudonc, on fait ça un rappel, tu sais, lui, il était bien, tu sais, lui et son équipe de management étaient bien intéressés. Ils étaient contents des résultats qu'on avait eus à date avec Emergency. Fait que c'est là qu'on s'est comme tapé un peu la tête puis on s'est dit, hey, on se fait-tu un remix de Could You Be Love pour le fun? Là, on se fait ça, ça va être trippant. Puis on le fait avec lui, avec le vibe Rasta un peu, puis tout, ça va être cool. Puis finalement, tout le monde a bien aimé l'idée. Fait que là, on a monté la toune. Et après ça, on a été apprendre comment c'était dur de dealer des rights avec la famille Marley. Ça a été tout qu'un hustle. Ça, c'était encore une fois, Gino a travaillé bien fort là-dessus, puis bien les rencontres avec la famille et tout ça. C'est ceux qui gèrent tout son catalogue, etc. Puis on a réussi à clairer les droits, puis à faire un second single avec Snoop. Mais cette fois-là, la première fois, c'est ça, Gino avait été en studio tout seul avec Snoop. Puis là, cette fois-là, ben, j'ai eu la chance d'y aller avec lui. On a été directement à LA dans sa garçonnière, son espèce d'appartement, downtown LA, secret, où il arrive avec sa voiture dans le sous-sol, puis il y a son entrée privée qui monte jusqu'en haut, puis personne ne sait que c'est là. T'es allé dans ce building-là, man? Hein? Je suis allé dans ce building-là avec David. Ah ouais? En tout cas, whatever. C'est ça. C'est fou. Fait que... Ah, c'est sick. Ouais. Puis là, on était supposé taper ça l'après-midi. Puis là, c'est ça. Lui, mode de vie compliqué, là, quand il y a tout le temps comme un manager, 2 managers qui le suivent. Puis là, il y a un manager de sa carrière officielle. Il y a un manager de sa carrière qui gère avec ses feats, avec son day-to-day. Puis il y a un autre gars qui gère sa carrière... si on veut plus télé, show, etc., là, apparition. Fait que il y a comme une couple d'intervenants qui sont là. Puis je te dirais que ça, c'était vraiment intéressant. En tout cas, on a été en stand-by une bonne partie de la journée parce que son gars avait une chance de faire une entrevue avec lui pour un truc de la NFL parce que son gars joue au foot puis tout ça. Ça, c'était avant qu'il fasse sa série. Là. Il a fait une série là, qui était sur Netflix, je pense, là, le coach quelque chose. Là, en tout cas. C'était dans ce temps-là, tu sais. Fait que là, nous autres, on s'est ramassés, on s'en allait l'après-midi, on s'est ramassés en stand-by jusqu'à plus tard en soirée. Fait que là, mais tu sais, en même temps, nous autres, on était allés puis on chillait. On s'est dit, ben, il n'y a pas de stress. Là, tant que ça se fait, pas de trouble. Fait que là, on finit par se pointer à l'appartement le soir. Puis là, on arrive là, ça a l'air d'un musée. C'est genre un petit appart, pas tant décoré. Les seules affaires qu'il y a partout, c'est 10 000 artefacts de ses affaires de carrière. Sur les murs dans le salon, il y avait genre à peu près une dizaine de cadres empilés un à côté de l'autre. Puis là, on regardait dedans, puis c'était tous des cadres avec des plaques. Puis je me rappelle, il y avait un de ses suits en bandana d'un de ses tours qu'il a fait partout dans le monde avec comme des billets de currency de tous les pays. Fait que c'était vraiment spécial comme vibe.
dans la cuisine, sur le top de la cuisine, il y avait genre toutes les choses, un soulier de chaque soulier Adidas qu'il y avait eu comme en commandite qui était là. Fait que toute la déco dans la maison, c'était toutes des affaires qu'il y a eu commanditées ou des peintures faites par des fans qui ont envoyé, qui trouvaient cool. C'était vraiment spécial. Fait que là, on arrive là, nous autres, on s'en venait. On avait déjà rec comme une maquette de la tune pas mal. On s'en venait faire des touch-ups finaux avec lui. Lui, il reckait son verse et tout. Fait que une fois qu'on parle jase avec le gérant, il nous explique comment ça va marcher puis tout. T'sais. Le gars, il est chill, mais il y a une manière de fonctionner puis tout. Fait que là, c'est comme OK. Fait que là, on jase. Quand tout est fini puis tout est réglé, il dit OK, là, c'est bon, OK, on peut commencer la session, c'est chill. Là, il y avait plein de monde par rapport aussi qui était là, son entourage. Fait que là, c'est là que Snoop se met en mode parfait, on chill. Là, comme il s'allume, là, il est comme OK, là, je peux commencer à être moi. Là, t'sais. Fait que là, il commence à nous jaser, tout est chill, on a du fun. Puis là, son manager, qui était plus son manager, devient un gars qui roule du weed non-stop. Fait que, fait que là, lui, pendant qu'on parle, il fait juste rouler des espèces de spliffs, des L spliffs fucking longs. Puis quand il a fini de les rouler, il passe à Snoop. Là, Snoop, il light, il nous jase, fait des jokes, chill. Quand il a pris 4-5 puffs, là, il passe à l'entourage. Puis là, l'entourage puff dessus. Puis là, son manager, il repasse un nouveau un nouveau joint, freshly rolled. Là, lui, il pogne le joint, il rallume, il nous jase. Fait que, tu sais, toute la veillée, c'était ça. Fait qu'on était d'un espèce de smog incroyable. C'était vraiment drôle. T'as-tu été high, finalement? T'as-tu été high un peu? Écoute, moi, j'ai jamais fumé de ma vie de moi-même, mettons. Là, j'ai été high souvent avec les gars dans le temps, quand ils faisaient des hotbox dans le char. Mais là, cette fois-là, là, on a été là, quoi, un 5-6 heures. Là, quand on est sorti de là, j'avais hâte de trouver le McDonald's parce que... ça doit, là, tu t'imagines. Puis là, en plus, t'as, mettons, Snoop qui te passe le joint, puis toi, t'essaies d'expliquer que tu fumes pas, mais en même temps... moi, au début, on l'avait dit qu'on fumait pas, mais quand il le passait, après ça, on était rendu en mode, on repasse au suivant, puis c'était bien organique, là, tu sais. Ça passait comme dans le beurre. Ça devait être malade comme moment, pour vrai. Tu sais. Ah, c'était un petit moment pareil, là. C'était vraiment fou. Puis là, c'est ça, il nous déballe son verse puis tout. On était comme wow, genre, pour vrai, c'était vraiment dope. Petit verse rap reggae-ish, ça sonnait au bout, c'était comme parfait. Puis c'était cool parce que le gars, c'est là que tu vois que le gars, il est encore grounded. Dans son environnement, c'est sûr, il y a du rec dans des tonnes de studios, mais là, dans son studio à lui, où il est bien chez eux, dans son setup, ça se passe dans une chambre bien relax, puis il y a un gros garde-robe, puis le gars, il rec encore dans le garde-robe, rempli de linge. Ah ouais? Lui, ouais, puis on s'entend que c'est pas du linge qu'il doit porter, là, c'était du linge qu'il a mis on tour, puis tout ça. Mais, comme il nous disait, il dit, j'ai commencé de même, puis je vais finir de même. C'est ma manière de rester les pieds sur terre puis rester groundé, c'est de me rappeler d'où je viens, puis de... Mais Chris, c'est hot en tabarnak, ça, man, que tu dises que ouais. Dans son garde-robe, il laisse comme le... Ça me fait penser à Redman un peu, là. Tu sais, que tu vois des vidéos de Redman, puis qu'il est là dans son petit spot, que c'est bordélique en arrière, puis il est comme, je travaille, je m'en fous, c'est de même ça marche. Puis Chris, les gars, c'est des légendes, là, tu sais. Ah, ben c'est ça, exact. Moi, déjà, j'avais énormément de respect pour lui, mais là, quand on a vu ça, puis on est arrivé là, on était comme, wow, OK, le gars, il est vrai, là, tu sais, il est vraiment vrai, là, tu sais. Puis, super chill, pour vrai, comme gars, tu sais, il est bien entertaining, là, tu sais, il fait des petits jokes non-stop, puis tu sais, tu vois que, tu sais, il est habitué d'être un genre de host, là, puis ça paraît, là, tu sais. Écoute, on a ri toute la veillée, là, c'était vraiment hilarant, puis tu sais, pas prétentieux pour 2 scènes, là, vraiment relax. Pour vrai, que du respect pour le gars. Puis ça me faisait rire en plus parce que on était là, puis je regardais son... Tu sais, il y avait quand même un bon setup, tu sais, de l'équipement, quand même très nice. Puis le gars qui le wreckait, dans le fond, c'est un petit jeune qui avait peut-être 19 ans, man, que lui, il était juste là à fumer du weed, puis le gars, je sais même pas s'il était payé, sûrement qu'il était payé, mais genre... Un petit jeune, mon gars, bien relax, qui avait l'air un peu nerd ses bars. Lui, il était juste comme... C'était sa job, sa petite job qui a été chanceux de pogner. Lui, c'est un job de rêve, pareil. Tu wreck Snoop, tu fumes des battes avec, c'est ça ta job. Là. C'est ça.
C'est le gars ben chilling, là, tu sais, super efficace, super bon, là, tu sais, dans ce qu'il fait, mais tu sais, je le regardais aller, puis j'étais comme, wow, tu sais, j'aurais pas nié ce job-là. Moi, quand j'ai commencé, tu sais, une couple d'années, là. Alice, hein? C'est malade, man. C'est hot. Là, mettons que on passe l'étape que, bon, tout ça, c'est arrivé. Là, il y a eu, après ça, vous avez créé AB3. Ben là, après ça, on a travaillé, on a eu la chance de travailler aussi avec Wyclef, avec, écoute, de fil en aiguille, on a été présenté à lui. On avait monté une tune que finalement, on n'a pas sorti à cause du momentum, parce que là, il y avait eu toutes les espèces d'histoires comme de quoi qui avait détourné de l'argent avec les affaires d'Haïti, puis tout ça. Puis là, il y avait eu comme une espèce de chiard de ce côté-là. Fait que là, tu sais, il y avait comme une affaire politique derrière ça qu'on était comme, on s'en va, tu sais, on se risque-tu là-dedans? Puis c'est plate parce que la tune était vraiment bonne, tu sais. Mais là, on trouvait que c'était un peu risqué, rendu là, de se lancer avec un single quand il se faisait bâcher pas mal, tu sais, à l'international beaucoup. Mais tu sais, c'était quand même cool. On a pu chiller avec lui toute une veillée. On a été on stage avec lui un soir. Tu sais, on a eu un petit trip là, tu sais, avec lui. C'était le fun. Puis, tu sais, Wyclef avec, c'était un gars. Moi, je trippais là. C'était comme un rêve d'enfance. J'écoutais son album Carnival quand j'étais au secondaire. Puis, Carnival, c'était un esti d'album de Furman. Tabarnak, c'était bon, cet album-là. C'était vraiment fucking bon. Fait que, tu sais, de voir aussi que c'était un estique de rockstar, ce gars-là. Là, tu sais, on chillait toute la veillée avec. Puis, on était au studio de Louis Côté, dans le fond, à Boucherville. Puis, c'était vraiment trippant. Là. Le gars, il répétait pour un show dans veillée, puis il était là avec sa guitare électrique. Puis, c'était un rockstar. Là. Il aurait pu continuer pendant 4 jours sans se coucher. Puis tout. Tu sais, il a la flamme de la rockstar, ce gars-là, là, vraiment. Oh, ouais. Puis, mais c'est ça. Fait qu'on a produit cette tune-là, puis ça a été comme un trip. Puis après ça, on a eu la chance de travailler avec Florida aussi. Ça, c'était encore sur l'étiquette Audio Playground dans le temps. Puis ça, avec, c'est de fil en aiguille, de contact en contact qu'on a réussi à contacter, travailler avec lui. C'est malade, pareil. Ouais, c'était vraiment fou. Puis lui, par exemple, avec Flo, par exemple, on n'a pas été en studio ensemble. Lui, il aime ça rec ses affaires de son bar puis envoyer ses trucs. Mais on a fait le tournage avec lui à Miami d'un clip qui n'est jamais sorti d'ailleurs encore, faute. On a eu une couple de bad luck côté timing. C'est quoi qui s'est passé avec le clip si c'est pas trop. Le clip que tu m'avais montré vite, là? Ouais, c'est le clip que je t'avais montré, qui était très dope d'ailleurs. C'est qu'en fait, c'est ça, on a sorti on a tout travaillé le clip, on a travaillé la toune, puis on a sorti la toune de plein élan partout en ligne. On avait des DJ qui ont embarqué avec nous pour faire des remixes, pour monter sur le Billboard Dance aux States. Puis écoute, ça allait vraiment bien. Puis quand on a commencé à monter là-dedans, ben on a reçu une petite demande qui nous ont débarqué la toune partout en ligne en se faisant dire qu'il y avait un droit qu'on n'avait pas par rapport à sa maison de disques, qui était supposé avoir tout été réglé avec son gérant, selon les papiers qu'on avait. Puis, fait que là, ils ont débarqué la toune carrément. Puis, en plein élan de promotion qu'on avait déjà tout investi pour notre promo, puis tous nos trucs, nos campagnes de publicité, etc. Puis la toune est restée down, elle est restée débarquée pendant 1 mois et demi, quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Le temps qu'on réussisse à avoir des mots avec un avocat pour leur montrer que les documents qu'on a signés étaient que tout était légal de notre côté, qu'on n'a pas joué dans le dos à personne. Puis là, finalement, on aurait eu le droit de sortir la toune, sauf que là, toute notre campagne était chiée, puis tous nos élans étaient un peu dans le beurre. Fait que c'est là qu'on s'est dit, ben là, regarde la vidéo, ça donne quoi de le sortir puis pas avoir de views dessus. T'sais. Fait que c'est là que ça a fait mal un peu pour ce move-là, puis on s'est dit, ben on continue, puis on va voir le prochain single. T'sais. Mais c'est des moves qui arrivent, hein. On apprend, mais ça fait chier pareil. On apprend, mais des fois, apprendre, ça coûte cher, man. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, mais c'est ça, mais c'est des affaires qui arrivent, ça a juste fait vraiment chier. Puis le clip, il était vraiment cool. On avait tourné des parties avec lui directement à Miami. On avait tourné une couple de scènes là-bas, puis on avait été tourner des scènes au Mexique aussi, dans une petite villa au Mexique, puis tout. Puis ça, finalement, écoute, il était écœurant, mais il n'est pas sorti. Fait que,
Mais c'était pas ce single-là, c'était-tu le single Emergency avec Snoop Dogg qui avait été, y a-tu été single d'or ou disque d'or? C'est ça? Ben, en fait, il est borderline de disque d'or. En fait, on va sûrement avoir un disque d'or éventuel parce qu'avec les streamings qui continuent à rouler, on était vraiment pas loin avec toutes les ventes et le streaming. En fait, on en a deux là, qui sont quand même proches d'être disque d'or. Mais tu vois, le disque d'or que j'ai juste ici en arrière, c'est le disque d'or de Famous qui est celui quand je suis rentré dans l'équation, mais juste que j'ai pas chanté dessus, mais je commençais à rentrer dans le groupe, dans le fond. OK. Fait que c'est celui-là. Fait que là, ben, on espère qu'avec les élans des prochaines tunes, on va se rendre là aussi. Là. Disque d'or, man. C'est gros, ça, là. Ah, c'est énorme. Ça représente quoi, un disque d'or, mettons qu'on explique au monde, là? Ben là, ça dépend parce qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Je ne sais pas. Avec les streamings, là? Ouais, c'est ça. Ça a changé avec les streamings et avec les plateformes. Là. Mais tu vois ici, mettons, à l'époque de celui-là avec Famous, c'était 40 000 ventes digitales du single. OK. Fait que, au Canada, en fait. Fait que ça, c'est quand même beaucoup de ventes. En fait, c'est énorme, c'est gros. Mais c'est pas le même dans tous les pays. Hein. Je pense que chaque pays ont des chartes par rapport à la population. Hein. Ben, c'est normal. Par rapport à la population et au nombre de ventes. Tu sais, c'est qu'il y a un certain barème. Fait que, tu sais, des fois, tu peux te ramasser qu'un disque d'or d'un pays, finalement, c'est parce que tu en as vendu 4000, mais là-bas, c'était ça. Tu sais, fait que... Ah, c'est gros, ça. Fait que si tu veux que ça marche, mettons, mais que ta musique marche pas tant, tu t'en vas dans un petit crise de pays. Pas connu, tu restes là pour une couple d'années, puis là, t'as tombé à ça. En fait, il y a beaucoup de monde qui font un peu cette opération-là. Là. Tu sais, quand tu es rendu à très grande échelle, ils vont comme faire des pitchs dans certains pays pour s'assurer d'être comme numéro 1 là-bas, puis avoir assez de ventes pour pouvoir dire qu'ils ont eu tant de disques d'or. Puis, c'est une équation qui revient. Là. C'est sûr que, tu sais, quand tu as des disques d'or, disques platinum, mettons, aux États-Unis, ben là, c'est vraiment quelque chose. Parce qu'avec la population qu'il y a là, les chiffres, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais c'est énorme. Là, fait que là, c'est quelque chose, mais je veux dire, je sais qu'il y a des plus petits pays où le monde a des disques d'or. Je dis pas que c'est pas. C'est très difficile à faire aussi. Mais je sais que, mettons, il y a des gens qui vont avoir 10 disques d'or, mettons, suite à un projet qu'ils vont avoir fait, mais il y en a 5-6 là-dedans qui viennent de certains pays en Europe qui sont beaucoup plus petits, mais c'est quand même un disque d'or. Les ventes sont là, puis les streams sont là. Là, moi, je voudrais qu'on pose une question avant qu'on continue avec l'P3 puis tout, parce que là, on a parlé beaucoup de tout ton cheminement, puis finalement, ça a tellement pris de temps que ça fait quasiment 1 heure. Là. Ouais, mais c'est fucking intéressant. Là, chilling. C'est fucking intéressant, tu sais, mais là, c'est parce que là, moi, je veux savoir, Doug Saint-Louis, c'est quoi finalement au Québec? C'est quoi? T'sais, parce que moi, je sais, je te connais, là, ça fait pas longtemps, mais ça fait comme si ça faisait 10 ans, là, je sais pas comment expliquer. Là. Ça arrive des fois que je me demande de même. Puis, tu sais, moi, personnellement, j'ai fait mon album chez vous, j'ai trippé bien raide, je suis quasiment content que tu sois au Québec, que tu sois ici, que tu existes. Tu sais, le père en arrière, l'ami, mais en tout cas, whatever, là, j'irai pas dans le personnel, là. Mais, tu veux faire quoi? Tu sais, à quelque part, si tu veux revenir au Québec, tu veux retoucher la source, si tu veux faire ton projet, là, c'est quoi qui s'en vient avec toi? C'est quoi tu veux faire? Pourquoi tu viens au Québec? Pourquoi tu pourrais très bien continuer de faire de la musique pour essayer de pogner des gros singles aux States, mais genre, tu reviens ici, là. Ben, c'est qu'en fait, je me lance peut-être trop de défis, mais tu sais, j'essaie de faire un parallèle avec tout ça. C'est que, tu sais, au final, je veux dire, j'ai toujours prêché beaucoup pour ma patrie, puis toujours été j'ai toujours été très local dans le sens que, j'aurais pu avoir des opportunités d'aller travailler ailleurs, d'aller faire des stages ailleurs, puis d'essayer de rester là-bas, j'aurais pu essayer d'aller rester à LA, puis voir ce que ça donne, puis aller là. C'est sûr que, il y a une partie de moi, justement, bon, là, avec ma femme, on voulait faire une famille, on voulait pas, il y a des moves, puis c'est sûr que c'est très, très demandant. Je sais pas si j'avais été assez game, vu que ça allait quand même pas pire ici, d'aller risquer tout là-bas, puis de tout vendre ici, puis d'aller rester d'une chambre de quelqu'un que je connais pas le temps que ça se mette à marcher, tu sais. Fait que, je dirais qu'il y a toujours eu, j'ai toujours voulu rester ici, puis j'ai toujours continué à produire de la musique locale.
même si j'essayais de pousser des affaires un peu plus à l'international avec Audio Playground. Mais je te dirais que là, en fait, l'équation a changé, dans le fond, avec Audio Playground. On est rendu plus AP3. Puis une des choses qu'on a toujours été fiers depuis le début de toute l'aventure, c'est qu'on fait toujours des versions francophones de toutes nos tunes aussi, dont on est très fiers, dans le fond, qu'on ne veut jamais faire une version francophone d'une version anglophone qui sonne ultra quétaine ou qui sonne mal faite un peu avec un accent bizarre. Là, on veut que ça sonne authentique. Puis ça, ben, c'est ce qui nous a toujours gardé aussi dans le franco ici, veut pas, puis dans les bonnes faveurs de Montréal et des environs de tout le Québec, dans le fond. Puis je te dirais que là, Doug Saint-Louis, ce qu'il veut faire en ce moment, bon, le Doug Saint-Louis s'est rendu un père de famille, rendu avec un garçon. Fait que c'est sûr que ça change la donne côté travail, surtout en pandémie en ce moment. Mais le parallèle, en fait, c'est que oui, on continue les choses avec AP3. Dans le fond, AP3, c'est devenu le groupe Audio Playground, c'est resté la compagnie de prod, dans le fond. Fait que ici, le studio, c'est le studio Audio Playground. Quand on produit des tunes, c'est vraiment Audio Playground qui produit. Puis AP3, c'est devenu le groupe. On continue à pousser des singles, on continue à sortir des tunes. On a notre tune Just the Same qui est sortie l'année passée, qui a eu des super bons résultats, qui a charté sur le Billboard aux States aussi, que vous pouvez aller découvrir en ligne, AP3 Just the Same. Mais en parallèle avec ça, il y a Doug Saint-Louis qui continue à produire des trucs francophones qui sont vraiment dans l'urbain puis qui retournent un peu à la source de ce que j'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est un projet passionnel. C'est des choses que moi, je feel. Je viens d'un background qui est très R&B urbain. Puis là, ben c'est pas mal revenu à la mode ces temps-ci, si on veut, même si j'ai toujours continué à en produire. Mais là, il y a comme une vague qui est là-dedans. C'est sûr qu'au Québec, il y a une grosse ouverture vers la musique urbaine aussi. Je veux pas dire que je profite de ce moment-là pour être là, mais c'est sûr que ça me motive à mettre beaucoup d'efforts, encore plus que j'en ai mis dans le passé pour garder la musique urbaine en vie ici au Québec. On dirait là, il y a une ouverture, fait que c'est le fun. C'est motivant de le faire, puis ça montre aux gens qu'on n'aura pas fait ça pour rien depuis 20 ans, de continuer à pousser la musique francophone ici, puis d'avoir des produits qui sonnent bien. Fait que en ce moment, je suis en production d'un album qui n'a pas de nom encore, qui est encore en ébauche. Je me suis pas mis de barème de temps parce que je travaille ça en parallèle avec les autres projets qu'on fait toujours avec AP3 et avec tous les autres produits qu'on fait, comme ton album d'ailleurs, qui vient juste de sortir. Et parce que je continue quand même à triper avec ma job de réalisateur en arrière, quand j'ai des projets qui m'allument, j'adore ça, travailler sur des albums comme ça. Mais je te dirais que là, c'est ça, on travaille sur cet album-là. D'ailleurs, on va avoir 2 tunes ensemble là-dessus, sur cet album-là. En tout cas, une qui est pas mal cool qu'on a faite, on ne parlera pas de détails. Une qui est déjà faite. Une qui est déjà faite, puis une qui est en travail justement avec les gros bigs, là, avec vous deux, fait que, avec toi et G7. Puis à date, je trippe comme un enfant. Écoute, j'avance les tunes, puis j'ai vraiment du fun. Puis j'ai du fun dans tout ce que je fais, mais on dirait là de revenir à mes premiers amours, puis de vraiment retravailler la langue francophone, la délier comme il faut. Je trouve ça vraiment cool. Est-ce que tu as l'impression de comme retrouver un peu... tu sais, à un moment donné, tu disais, genre, malheureusement, on aurait dû faire ci de cette façon-là, avec Silence Audible. Est-ce que tu as l'impression que tu retrouves un peu ce petit coup-là, genre, avec Silence Audible, j'aurais pu faire ce que je fais aujourd'hui, puis là, je suis en train de le faire, puis... Ben ouais, il y a un côté... C'est peut-être pas la même chose, là, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire, là? Oh, ouais, exact. Non, il y a vraiment un côté de moi je ressens ça. Je ressens cette fougue-là qui revient, qui me ranime un peu de l'époque. C'est sûr que, tu sais, tous les artistes peuvent en témoigner dans la vie. Tu sais, je veux dire, tout reste une passion tout le temps, mais à un moment donné, quand ça fait des années que ça devient un métier, tu sais, il faut des fois aller un peu à contre-courant pour que la passion, le premier feu revienne, mettons. Tu sais, faut ça, chauffer un peu, là. Exact. Puis ça, je pense que c'est pour tout le monde que ça fait ça. T'as pas le choix parce qu'à un moment donné, en tout cas, pour moi, personnellement, si j'avais resté juste avec la fougue que j'avais du début, à un moment donné, le feu, j'aurais pris en feu carrément. Tu sais, j'aurais pas été capable de tout gérer. Il y a un côté professionnel qui s'installe, qui n'a pas le choix d'être là pour la longévité, je pense. Tu sais.
Fait que, ben, en tout cas, personnellement, c'est ce que je pense. Fait que, mais je te dirais que d'embarquer dans un projet comme ça, tu sais, de retourner se promener, de retourner, tu sais, voir les shows locaux puis tout, je pense que ça me remet un peu, de gaz dans le feu pour me repartir la mèche bien comme il faut. Puis ça me ramène, ouais, ça me ramène à mes premiers amours, mes premières valeurs, tu sais. Mettons, moi, je te connais, là, mais mettons, est-ce que tu trouves que peut-être, tu sais, à un moment donné, il y a eu un moment où tu t'étais pitché dans trop de projets dans le temps de silence audible, puis tu travailles tellement beaucoup. Est-ce que c'est une crainte que tu as de retomber dans ce moule-là? Parce que je te connais, tu es du genre à prendre beaucoup. Tu es capable d'en prendre beaucoup sur tes épaules, mais des fois, tu en prends un peu trop, puis tu mets encore de côté un peu tes affaires à toi solo. Est-ce que c'est une crainte que tu as en ce moment? Ou? C'est sûr que c'est une crainte que j'ai, ouais. C'est toujours une crainte que je vais avoir. Puis, ben ça, tu commences à me connaître, je pense que je suis le même dans la vie. Tu sais, même pas juste dans le travail. Tu sais, je veux dire, je vais avoir des plans importants pour moi un soir, puis un chum va m'appeler, me dire qu'il est dans la merde, puis qu'il faut que j'aille l'aider. Ben souvent, je vais dire, OK, ben je vais aller l'aider. Tu sais, je suis le même. Tu sais. Puis là, dans le travail aussi, ça va être ça. Tu sais, si j'ai un projet qui me passionne, souvent, je vais me dire, ah, tu sais, mes affaires, c'est pas tant pressant, je vais mettre ça de côté. Mais là, je me suis vraiment botté le cul depuis l'année passée. J'étais vraiment productif. Puis là, ben justement, si c'était pas de tous ces événements qui sont là, on aurait un single qui serait prêt à présenter très, très bientôt, d'ailleurs, sur l'album. Fait que... Si c'était pas de l'album d'Adamo là, qu'il fallait que tu travailles, c'est en site, là, on va se le dire. Non, mais ben Chris, c'est ça, toi, t'as mis tellement de temps là-dessus, puis pour vrai, même qu'on se connaisse, là, c'est très honnête. Pour moi, dans mon entourage, t'es le gars le plus professionnel ever. Là. Le plus structuré. Le plus structuré. Tu sais, genre, on en connaît du monde là, qui enregistre tout ça, mais tu fais ça d'une façon professionnelle, pour vrai. Tu sais, pour vrai de vrai. Là. Non, mais c'est parce que ce qui est professionnel, mais qui va plus loin que le professionnel, c'est le fait que c'est la personne en arrière de la profession. Je ne sais pas comment expliquer. Là. Il y a bien du monde qui sont super professionnels. Mais pas les gens, ils pensent pas, tu sais, que, mettons, justement, la création d'un album, c'est pas juste enregistrer, t'as une direction artistique derrière ça, puis c'est ça que tu fais aussi à travers de ça, tu sais. C'est pas juste d'enregistrer, puis de travailler une tune, puis de mixer. C'est toute la direction artistique derrière, puis c'est ça que tu fais, tu sais. Ben, c'est sûr que ça, c'est mon chapeau de réalisateur, un peu, si on veut, là, tu sais, qui fait la direction artistique aussi. C'est une des choses, quand on a arrêté Silence Audible, c'est une des choses que je voulais plus faire, c'était les clients day-to-day, tu sais, les clients, tu sais, juste faire une tourne de temps en temps. C'est le genre de choses que je... Hein? Des clients qui arrivent sur le crack, là, qui sont pas sûrs qu'ils font là, avec une demi-toune. Non, mais je pense que dans le fond, c'est comme qu'on se tente de travailler sur un projet complet, parce que si les gars, tu fais une toune, mais que tout le reste, ça sonne le cul, ou tu sais, ben, j'exagère, mais tu sais, ça sonne pas comme tu l'avais vu. Tu sais, toi, t'es capable de l'amener à une direction, puis ça, je le sais, là, si j'ai travaillé avec toi. Il y a moi qui travaille avec toi, puis il y a moi qui travaille pas avec toi. Je le vois, la différence. Ouais. Je dis pas que c'est mauvais nécessairement, mais... Ben, c'est que j'ai de la misère à pas m'impliquer dans un projet tout en gardant ma place, mais j'ai de la misère à pas mettre d'amour dans un projet quand je fais quelque chose. Fait que c'est là qu'au final, je trouve ça rough un peu de me faire dire « OK, mais gars, mettons, on va produire de quoi, mais on va faire juste 2 tunes avec toi, puis on va les pousser, mais après ça, le restant du projet, on va aller faire ailleurs. » Mais là, c'est là que, tu sais, c'est pas une question de contrôle, c'est une question d'amour de la musique. C'est que si je m'implique et on rentre dans quelque chose, ça me tente d'être impliqué, tu sais. Ça me tente d'embarquer dedans à pieds joints, mais que ce soit bien fait, tu sais. Tu veux que ça fasse la différence sur un whole, tu sais, sur un tout, tu sais, pas juste sur un morceau, c'est bien beau, là, mais un album, c'est un vrai travail, puis c'est comme, ça englobe beaucoup de choses, tu sais. Exemple, je me verrais pas travailler avec toi, mettons, un track, puis après ça, aller travailler avec Farfadel, après ça, aller travailler avec un autre. Je pense que c'est ça qui fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui font l'erreur de se dire, mon album, je veux qu'il sonne comme ça, puis là, c'est comme un vibe, une grosse tune. Tandis que toi, c'est comme, tu me diriges, même si c'est 10 styles différents de tunes, il va y avoir quelque chose qui va se tenir, puis c'est le son, puis c'est la façon, la vision, puis comme, comment c'est monté, tout ça. C'est ça qui fait que ça fait un album, selon moi, là, plus que le style. Ouais, ben je dirais c'est ça. C'est pas mal ça. La job de réalisateur, c'est de prendre la vision de l'artiste, puis la personnalité de l'artiste aussi, puis de pas la changer,
mais juste de venir la canaliser puis de réussir à faire en sorte que ce soit vraiment ça qui soit sur le projet ou sur l'album au final. Tu sais, que ça s'en aille pas n'importe où. Puis... Comment? On tout ça homogène, là. Ben, c'est ça, rendre ça homogène, garder ça ensemble, mais être certain que c'est vraiment l'essence que l'artiste veut, tu sais, que ça donne. Tu sais, parce que c'est beau, des fois, d'avoir des idées puis d'avoir des bonnes tunes, mais tu sais, pour arriver à un projet fini, des fois, ça prend le petit côté, il faut englober ça justement, dans une ligne directrice, dans un tout qui fait que ça va bien se tenir puis que ça ne se ressortira pas du coq à l'âne nécessairement. Puis autant la même chose que quelqu'un, comme tu disais, qui a un vibe et une vision en tête, ben des fois, en réalisation, c'est d'aller élargir ça. Tu sais, de dire, OK, ben regarde, c'est cool, tu sais, mais genre, t'as genre 6 tunes qui sonnent vraiment, tu sais, proches d'être pareil. On pourrait peut-être essayer d'explorer pour qu'il y en ait une couple là-dedans qui aille un petit peu plus loin. Qui démarque un peu. Ouais. C'est ça, exact. C'est un peu ça, la job d'un réalisateur, c'est d'avoir une oreille externe puis de venir comme, pas coacher, mais tu sais, de venir aider l'artiste à s'épanouir dans son projet. Le diriger, la direction artistique, c'est clairement ça. Tu sais, mais il y a aussi une affaire que moi j'ai remarqué en travaillant avec toi. Là, on parle maintenant, je pense qu'on a passé le cheminement. Là, on arrive à enfin parler de toi. Là, parce que là, on a parlé mais c'est ça, tu as un esti de cheminement qui a été. Tu sais, ça fait longtemps que tu es là-dedans, ça fait longtemps que tu fais ça. Mais en ayant travaillé avec toi, moi j'ai remarqué une affaire, c'est que c'est un peu plus que de la direction artistique, c'est que en limite, tu me pousses à faire les choses que je serais pas game de faire, mettons. Ouais. Tu sais, je te dis pas que tu vas m'obliger à le faire. Tu vas juste me dire, essaye ça, moi. Là, je suis comme, je sais pas si je suis. Non, essaye-les, si c'est pas bon. Là, finalement, j'essaye, puis je suis comme, oh, Chris. Là, c'est comme, tu réussis à comme booster une confiance. Puis la confiance à un artiste, ça, c'est une des choses les plus importantes, je pense, là. Pour comme arriver dans le boot puis comme être confiant de ton produit. C'est un petit peu comme assumer que tu portes une chemise rose détachée. Là. Oh. Comme, si tu l'assumes pas, ça va être lettre. Là, t'sais. Fait que c'est comme il faut que le gars il assume son style et ses affaires. Fait que tu sais, je pense que tu es bon pour diriger un artiste là-dedans. En tout cas, moi. Je pense que oui. Je pense que c'est sûr que j'ai énormément d'expérience dans le sens que mon cheminement était long, mais des heures en studio avec plein de monde sur plein de projets, j'en ai passé. T'sais. Puis, je te dirais que, quand on parlait de mes premières expériences de studio, pourquoi j'ai voulu partir mon studio quand j'ai commencé? Écoute, moi, je me rappelle, là, j'ai fait une couple de studios pour enregistrer des projets à l'époque. Puis, premièrement, comme je disais tantôt, le style urbain n'était pas vraiment en mode dans ce temps-là. Fait que les techniciens de son qui étaient là ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Puis, ils s'en sacraient un peu. Puis, ils n'aimaient pas ça, honnêtement. Là, eux autres, ils voulaient mixer des bands puis des affaires rock. Puis là, on arrivait avec nos trames, puis ils savaient même pas comment mixer ça, puis ils trippaient pas. T'sais. Puis je me rappelle les techniciens derrière la console, la face qu'ils me faisaient, puis comment ils me faisaient sentir comme la pire marde du monde, puis qu'ils s'en sacraient bien raide que j'étais là. Puis je me rappelle comment moi je me sentais. C'est là qu'on dirait l'amour de réaliser des projets et comme rentrer. Puis je me suis toujours promis, je me suis dit, peu importe ce que tu fais, tu seras pas juste assis derrière une console à peser sur rec, puis à t'en sacrer, puis à faire sentir la personne mal d'être là, tu sais, sur un air neutre ou d'un air que tu t'en fous. Puis je pense que c'est de là que j'ai appris premièrement que le renforcement positif, ça donne les meilleurs résultats avec tout le monde dans la vie. Tu sais, c'est même pas avec la plupart du monde, ça donne... Tu sais, commence à dire à quelqu'un, oui, admettons, quelqu'un qui va faire un sport, qui va faire de quoi... tu sais, Dizzy qui réussira jamais, peut-être que ça va réussir à le motiver et à l'entêter. Là. Mais en studio, dire à quelqu'un que sa première take est vraiment à chier, puis qu'il ne fera pas meilleur la deuxième. Tu viens de le casser, là. Tu sais, c'est fini. Là. Il n'y a plus de confiance entre toi et l'artiste. Il n'y a plus de. Tu sais, l'artiste n'est plus bien d'être là. Il y a de quoi à se prouver. Il est plus naturel. Il n'est plus lui-même. Il est plus. Fait que ça, c'est un peu... Fait que quand tu parles de ce fait-là, tu sais, de faire essayer des choses, de te faire sentir bien, d'essayer des trucs, ben ça fait partie de mon cheminement d'expérience, de ce que moi j'ai vécu puis que je voulais pas qu'aucun artiste derrière le micro vive non plus après, avec moi en tout cas. Puis le cheminement de tout ça au fil des années, de booster les artistes. Puis souvent, tu sais, tu me disais tantôt, tu me faisais essayer des choses puis que je savais même pas. Puis, ben, tu sais, on dirait que dans ma tête, je me dis, hey, je pense que c'est là qu'il s'en va avec ça. T'sais. On dirait, mon cerveau, il allume, puis il fait, hey,
c'est ça qu'il veut faire, dans le fond. Non, mais c'est ça qui est le fun. C'est on dirait que ben, ça c'est straight l'expérience, là, ça c'est sûr. Là. Mais c'est parce que tu vois, j'ai l'impression que tu sais, mettons, tu vois, mettons, Adamo rentre dans le boot, tu sais qu'est-ce qu'il peut faire avant même que lui le sache. Là, genre. Je sais pas comment expliquer, mais je sais que tu sais qu'est-ce que moi je peux faire. Moi, je le savais même pas. Après ça, c'est même affaire avec G7. G7 rentre dans le boot. Hey, toi, je pense que tu pourrais aller plus par là. Pas mal sûr. Tu le vois d'avance, mais ça, c'est l'expérience qui parle. Là. Ça, tu peux pas l'acheter, tu peux pas la voler. Ça, c'est l'expérience, c'est le feeling, c'est de reconnaître l'oreille de l'artiste, son ton de voix, son flow un peu. Ce qu'il veut faire, son style. Ce qu'il veut faire, dans quel vibe qu'il est. On dirait que c'est là. Ça, c'est la direction artistique quand ça embarque. Je me dis, moi, mon oreille entend des choses, puis là, je me dis, hey, on pourrait essayer ça. Ça peut être cool. T'sais. Mais quand tu arrives, admettons, à toi-même, comment tu fonctionnes? Parce que là, il n'y a pas un autre toi qui s'est dédoublé et qui te dit, genre, tu devrais essayer ça. Là. Comment ça fonctionne à ce moment-là? Je te dirais que c'est là que c'est vraiment dur de s'auto-produire. C'est que tu es tout seul. Fait que ça prend du recul. Moi, quand je me wreck, là, mon boot il est juste ici à côté. Je me fais des loopings. Dans le fond, je pars une session, je me fais un loop, je rentre dans le boot, ça loop, puis là, j'attends la séquence où j'enregistre. Ouais, j'embarque, j'essaie des trucs. T'as comme personne pour te motiver, toi. Ben, tu sais, je veux dire, tu te motives, tu sais, c'est ta musique, mais il y a comme personne derrière toi pour te dire comme, ah ouais, refais-le de même ou whatever. Faut que tu essaies par toi-même des idées que tu t'es données toi-même. C'est là que j'essaie de m'auto-diriger. Mais je te dirais que ce que ça prend, c'est de ne pas être pressé puis ça prend le recul. Je pense que j'essaie des trucs au fur et à mesure que j'écris. C'est rare quand je produis mes tunes, admettons une tune solo là, de A à Z, c'est rare que je vais me dire que je me mets un deadline dans le sens que je me dis OK, aujourd'hui, je l'écris, je la rec, puis demain, je la mixe, c'est fini. Parce que souvent, c'est pas bon. Je suis pas content de ce que ça donne. Ça me prend le recul. Fait que je vais l'écrire d'une shot, je vais me faire une petite maquette vite faite enregistrée, je vais prendre le temps de réécouter cette maquette-là, voir si ça m'allume d'autres choses. Mais si je le fais sur le coup tout de suite, j'entends pas les choses que je pourrais entendre, mais quand je les réattaque, admettons, le lendemain, le surlendemain, avec un oreille reposée, j'ai eu le temps de l'oublier un peu. C'est là que mon côté réalisateur il embarque. C'est que je m'écoute moi-même puis je me dis ce que je dirais à un artiste qui serait dans le mood parce que là, j'ai eu le temps de prendre du recul. Puis là, je vais me dire, ah non, OK, ouais, je comprends où je voulais aller là, mais je n'étais pas là, tu sais. Fait que là, je change des affaires. Fait que, tu sais, c'est souvent des tunes que je travaille sur plusieurs jours. Puis personnellement, moi, je trouve que ça va mieux comme ça parce que si je me lance dans un projet que je ferai tout en une journée, c'est dope, c'est nice, mais souvent, ça ne sera pas la tune qui va me faire vraiment triper, tu sais. Ça va être cool, mais ça va être... Il y a une impulsivité que je serai peut-être pas... je serai peut-être pas content du résultat au final quand je vais revenir dessus. C'est quoi selon toi, mettons, je te donne, t'as 3 définitions du Doug, là. Est-ce que t'es rapper en premier? Ben, rapper, interprète, mettons. Est-ce que t'es un gars de producer ou est-ce que t'es le gars de studio? Genre, t'es quoi au final? Genre, mettons, s'il faut te mettre dans l'ordre, ce que tu pourrais te définir. Là. Je te dirais que dans l'ordre, Assez de faire un minimum d'ordre, mettons. Ouais. Ben, number one, je te dirais que c'est vraiment l'auteur, compositeur, interprète, si on veut, là. Tu sais, l'artiste Doug Saint-Louis, là, tu sais. L'artiste, ouais, le chanteur qui peut écrire puis composer des trucs, tu sais, sans nécessairement être dans un studio, là. Tu sais, je te dirais que ça, c'est la fougue, parce que c'est autant le gars qui performe sur stage, qui performe en studio, qui... Fait que ça, je te dirais que c'est le numéro le noyau. Ouais, c'est ça. C'est le noyau de tout ça. Tu sais, souvent, je me fais dire... tu sais, je suis quelqu'un qui chante quand même bien, qui est pas trop pitchy. Tu sais, je me fais tout le temps dire, tu sais, tu devrais aller à la voix, puis tu sais, faire de quoi, puis des performances live. Puis je me dis, tu sais, je doute pas de moi, dans le sens que ça peut être une bonne idée, mais... Tu sais, je chante bien, mais j'ai pas une voix comme justement on parlait sur ton album. Tu sais, je disais, Mad Rolla, il va se mettre à chanter. Ben, tu sais, je tape ça à la chaise, je me retourne. Là, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a le... Tu sais, moi, je pense pas que j'ai la voix comme ça. Je pense que ma plus grande force,
que mon noyau, il est large. Puis là, tu parles des personnalités. C'est que, oui, j'ai l'auteur, compositeur, interprète qui est le noyau, mais je te dirais que tout de suite après, j'ai le gars de studio qui est capable de faire ce qu'il veut avec où je veux m'en aller. Ouais. Puis j'ai le réalisateur qui vient joindre ça, tu sais. Fait que c'est ce qui fait que, tu sais, quand je vais composer des beats, mettons, pour de quoi, ben, tu sais, tout ce noyau-là vient tout s'englober. C'est tellement où tu t'en vas, là. Ben, c'est ça, exact. Puis c'est la même chose que je dis aux gens, quand ils me parlent de la voix et des trucs comme ça, je dis, je pense pas que je suis un gars que les gens, si je chante un 30 secondes de tune, vont nécessairement se revirer en capotant. Mais je pense que je suis quelqu'un qui peut écrire des vraiment belles tunes que le monde va capoter et qui vont vraiment être contents d'écouter parce que c'est un tout. Tu sais, ça va être un tout de ce noyau-là, dans le fond. Fait que je pense que c'est un peu ça. Fait que si on le délimite comme ça, c'est ça. Je te dirais l'auteur, compositeur, interprète. Je te dirais tout de suite après l'ingénieur de son puis le réalisateur qui suit ça. Puis... Fait qu'en gros, là, t'es comme une pêche. Le noyau de la pêche, c'est l'auteur, compositeur, interprète. Ouais. Ce qu'on mange, c'est l'ingénieur. L'ingénieur de son. Puis la pleure, c'est le réalisateur. Ouais. Ben, en fait, si j'y pense comme il faut, j'inverserais. Je mettrais le bout qui se mange réalisateur, puis la peau serait l'ingénieur. Parce qu'au final, c'est plus le réalisateur qui va amener l'idée où elle a besoin d'être. Puis finalement, le fait d'être capable de finaliser ça en studio pour que ça donne la vision que j'avais, là, ça vient compléter la pêche, mettons. La pêche. T'es pas juste une banane parce que, tu sais, c'est pas rien qu'une pleure, puis tu manges, là. C'est comme quelque chose de plus profond. C'est pas rien qu'une banane. Non, c'est pas rien que ça. Hey Chris, hey, pour vrai, là, même que je te connais dans la vie de tous les jours, là, c'est fucking intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est ce que je me dis. On a skippé plein de bouts intéressants, mais écoute, c'est trop long. C'est 20 ans. Le pire, c'est que c'est un podcast. Fait que, des fois, là, on parle à du monde, puis on va pas nécessairement parler de leur parcours musical, mais je pense pour toi, c'était important qu'on décortique un peu ton parcours musical pour qu'il y ait comme du monde qui saise un peu, parce que ce temps-ci, on t'a vu beaucoup travailler avec Adamo, avec nous autres aussi en même temps, puis avec plein... Là, tu sais que tu fais 40 000 projets, il n'y a pas juste... Oh, ouais. Mais c'est important aussi que le monde catche un peu qu'est-ce qui s'est passé derrière tout ça, tu sais. Ben, c'est exactement comme tu disais, tu sais. Tu disais, mettons, à la voix, là, toi, un 30 secondes, il va peut-être pas faire se retourner tout énervé, mais s'il reste 30 jours avec toi, tabarnak, il va vouloir te garder pour le reste de ses jours, tu sais. C'est comme un peu ça, toi, je pense, tu sais. Ouais, c'est vraiment gentil que tu me dises ça, mais tu sais, avec le recul, c'est ce que je constate un peu par moi-même quand je me fais une auto-critique, si on veut, là, tu sais, c'est un peu ce que je me dis, là. En fond, t'es comme un rim job, tu sais, on le sait pas tant qu'on l'a pas essayé, tu sais. C'est ça? Ça peut pas être plus ça que ça. Yes! Moi, tout, je suis capable de faire des comparaisons, Big. Les métaphores sont bonnes, man. mais c'est ça, je te dirais que l'affaire dans laquelle je suis le moins bon, là, dans la vie, c'est me promouvoir. Ça, là, c'est l'affaire que je suis le moins bon. Mais c'est parce que t'es gêné. Ouais, puis je sais pas. Je suis gêné, puis je l'ai pas. Tu sais quoi, moi, je vais te le dire, mais c'est quoi? Là, excuse-moi si ça sonne un peu disrespectful, mais c'est pas ça, là. C'est le petit gros en toi, man. Parce qu'avant, t'étais gros. Hey, ça aussi, on peut en parler, là, mais hey! Ça, il faut en parler, man. Il faut finir avec ça parce que ça, c'est important. Mais ça, c'est un esti point parce que là, tout le monde te regarde, tout le monde est comme Chris, il est chaud, lui. Ouais, il a pas toujours été de même. Puis il a travaillé fort en tabarnak là-dessus, man. Ça, moi, je trouve fier en esti, man. T'as perdu... non, mais mettons, on peut en parler... Regarde, on peut en parler vite, parce que c'est quand même gros. C'est beaucoup... Tu sais, c'est une job... c'est malade. Qu'est-ce qui est gros? T'as perdu combien de livres, là, quand tu t'es décidé, en fait, à te remettre en forme puis en santé, tu sais? Ben, là, en ce moment, je pèse à peu près 125 livres de moins que j'ai pesé à mon pire, mettons. Ah, bon, mec. Il y a une certaine époque, quand j'ai commencé, que je faisais énormément de studio, j'étais tout le temps en train de manger de la junk. Je travaillais 7 jours semaine.
J'étais tout le temps assis, je mangeais mal, je faisais pas attention, je bougeais pas. Puis j'avais tendance à prendre du poids. C'est jamais une excuse, mais j'ai su des années plus tard que j'ai eu un diagnostic de glande thyroïde lente. C'est sûr que c'est pas une excuse. Oh, ils disent tout ça! Ils disent tout ça! Non, mais si j'avais mieux mangé, je serais jamais venu gros de même. Mais ça, je l'ai su quand j'ai commencé à vraiment m'entraîner fort puis que j'avais pas nécessairement des résultats de feu. C'est là que j'ai su que j'avais un petit problème en plus qui a été réglé facilement, mais n'empêche qu'il y a une certaine époque où on faisait... Quand tu le sais pas, tu le sais pas, là, tu sais. Non, c'est ça. Mais je te dis qu'à une époque, quand on performait, l'amour, c'est une perte de temps en show, puis qu'après ça, on faisait notre show Silence Audible, moi puis Slot One, mettons que on était... Le stage, ça devait faire mal au stage, là. Le stage avait de la misère, là. On l'entendait craquer et crier derrière, là, tu sais, mettons que c'était quelque chose. Mettons que il y a des bouts, pour vrai, je pense que j'étais à peine plus petit qu'Aya, là, tu sais. Il y a eu un bout, là, on se suivait pas mal, là, tu sais. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé à un moment donné, même tu t'es levé un matin et tu t'es dit là, c'est assez? Je pense que à un moment donné... Non, mais on dit ça comme si c'était facile, là, mais moi, j'en connais du monde proche de moi qui sont assez gros, là, puis que quand t'es rendu à un certain niveau, c'est quasiment la motivation qui manque parce que t'es comme aïe man, comment je vais réussir à perdre tout ça? C'est tellement immense. Puis je parle pas je fais pas une métaphore avec plate avec le gras, là, je parle de. C'est un gros step, là. Ah, c'est un gros défi, là. Je te dirais que il y a plusieurs facteurs. Premièrement, la forme physique. Moi, j'étais un peu hypocondriaque dans la vie, là. Fait que. Chris, oui. Comment? Chris, oui. Chris, oui. Mais un peu beaucoup. Mais c'est qu'à un moment donné, justement, je faisais dans mon point. Je sentais que j'étais pas en forme. Puis dans ce temps-là, je te parlais des shows tantôt, mais dans ce temps-là, j'étais vraiment rendu beaucoup plus en arrière, assis en studio qu'en avant. Fait qu'on dirait qu'il y a une partie de moi qui s'en foutait de bien pareil. J'étais juste comme, je suis en studio, je fais mes affaires, puis je m'en sac. Mais je vais t'avouer que j'ai eu des petits signaux. Je commençais à avoir souvent des points au cœur, puis j'avais tout le temps mal partout. J'avais le souffle court tout le temps. Puis j'ai bien de la famille qui est cardiaque des deux côtés, puis qui ont bien des problèmes. Puis on dirait qu'à un moment donné, j'ai eu la chienne, j'ai pas eu un ACV ou rien de grave, mais on dirait qu'il y a une partie de moi, j'approchais début trentaine, j'étais comme, à un moment donné, ça va être tough, là, à revenir en arrière. Puis on dirait, je sais pas, j'ai eu un petit déclic quand on a commencé toute l'équation avec Audio Playground. Je sentais qu'il y avait des belles affaires qui s'en venaient, puis que là, j'allais plus revenir en avant de la caméra, mettons. Puis là, ben, dans l'ensemble de tout ça, je me disais, il serait temps là, que tu te battes le cul, là, le gros porc. Là, je parlais pas mal, puis je me disais que ça avait plus d'allure, mon affaire. Là, puis j'ai un de mes chums qui m'a donné un bon coup de main pour commencer à m'entraîner. J'ai un de mes chums, Gab, qui faisait du bodybuilding et toutes sortes d'affaires d'entraînement, qui était ultra motivé puis qui m'a aidé à apprendre un peu comment ça fonctionnait, bien manger puis tout ça. Puis le premier conseil qu'il m'a donné, que je vais donner à n'importe qui veut vraiment faire un changement dans sa vie, c'est oui, c'est le fun d'engager des entraîneurs puis des nutritionnistes, mais tu vas payer à chaque fois. Fait que si tu veux vraiment changer ta vie et faire attention, ben suis les conseils de tout le monde, mais apprends par toi-même comment ça marche le plus possible. Comme ça, tu ne seras pas juste en train de payer des gens qui t'expliquent comment ça marche un peu, mais pas savoir c'est quoi. T'sais. Fait que lui, il m'a comme appris vraiment qu'est-ce que ça fait quand tu manges telle affaire, comment il faut équilibrer un régime, puis bien manger, puis comment s'entraîner pour être efficace, tout ça. Puis en même temps, justement, avec mon partenaire Gino, on s'était lancé un défi de faire un défi cru. Quand j'ai commencé à perdre du poids, on a mangé pendant des mois juste de la nourriture, fait un peu le défi raw vegan, dans le fond. Fait que on mangeait juste végé, cru, rien qui a été cuit. C'était fucking compliqué comme diète, mais écoute, ça m'a fait perdre du poids super vite. Ça m'a mis en super santé. Écoute, tu manges juste des vitamines puis plein d'affaires tout le temps, juste des légumes. Là, ça m'a aidé en salle. Puis après ça, man, j'ai été rigoureux puis je
me suis botté le cul, puis j'ai continué, puis j'ai juste pas lâché. Puis une fois que j'ai appris comment ça fonctionnait, ben je l'ai appliqué. Puis, Mais là, man, je suis rendu, moi, je suis rendu au jour 3 là, de ton régime intermittent que tu me parlais. Là. Ouais. Ouais, puis ça, pour vrai, ça fait du bien, man. Parce que, dans le fond, moi, c'est juste parce que, mettons, je suis trop buzzé chez nous. Là, je mange, tu sais, il n'y a pas d'heure. Puis là, juste de me dire que, OK, je mange pendant cette période-là, mettons, de 2 h de l'après-midi à 10 h du soir. Je mange 2 repas, une collation. Chris, j'ai pas besoin de plus, là. Fait que, tu sais, puis là, pour vrai, c'est cave, là, mais genre, ça fait vraiment du bien. Là. Je me sens moins... Déjà, en 3 jours, je me sens moins plein. Tu sais, comme là, mettons, j'ai bu une bière, puis tout, c'est chill. Mais tu sais, moi, je l'avais déjà fait un peu moins intense que toi, mais moi, j'avais déjà perdu genre 40 livres, là. Puis sérieux, c'est bon, quelque chose... Pour vrai, c'est ça, comme tu sais, je disais ça tantôt en niaisant, mais faut que ça se passe, là. Faut que tu agisses pour vrai quand tu parles de quoi. Il n'y a personne qui va le faire pour toi, là. Même que tu payes tous les entraîneurs du monde. C'est un mindset. C'est ça. Mais tu sais, ça, c'est des addictions dans le sens que, tu sais, mal manger, il y a un côté paresse, mais il y a un côté addiction aussi qui est la même chose que l'alcoolémie, que la drogue, que n'importe quoi. Là. Je veux dire, quand tu as une dépendance à quelque chose, si ton cerveau te botte pas le cul en se disant il n'y a pas d'autre manière de faire que d'arrêter ça, ben c'est sûr que ça marche pas. T'sais, si tu es tout le temps en train de dire, le monde, va faire une bonne diète, là, va faire attention 5-6 jours, puis après ça, m'a retomber, puis 2 semaines, c'est pas grave, on retombe après, puis là, c'est parce que, tu sais, ça marche pas, là, tu sais, c'est soit tu le fais, ou soit tu le fais pas. Là, qu'Adamo, il est en bas, il est comme, je comprends pas de quoi vous parlez, j'ai toujours été mec. Moi, je dis tout le temps, c'est un gars-là, man, il y a comme la shape d'un crackhead en forme de la Rive-Sud non-stop, genre. Tu sais, comme ça change. Ouais, moi, non. Là, j'ai une shape de crackhead. Tu sais, les crackheads qui ramassent des cannes en vélo, là. Tu sais, qui sont tout le temps en vélo, mais qui ont plein de sacs aussi, qui se rendent. J'ai cette shape-là, là. Tu veux savoir ma shape de crackhead? Check ça, man, je vais t'en montrer. Vas-y, montre-nous ça. Check la shape de crackhead. C'est pas pire, là, arrête donc. Non, mais je suis en shape, mais je suis pas en shape. Je suis juste mec, j'ai juste pas de gras parce que tu sais, ton régime intermittent, moi, j'ai dit à Gisèle, j'ai dit, ben, mais Chris, moi, je le fais depuis des années. Tu sais, c'est tout le temps ça que je fais. C'est ça. Je mange tout le temps 1 fois par jour, 2 fois quand ça va bien, là. Ben, il mangeait pas des fois, là. J'ai pas faim. Il mangeait la bière. Des fois, je le voyais pas manger jamais, no joke, pendant... Tu sais, il mangeait juste pas, man. Des fois, tu mangeais juste pas, puis tu buvais jamais d'eau. Je comprenais pas comment tu survivais, man. Moi, tout ce que je mangeais, là, je me souviens, il fut une époque où tout ce que je mangeais, c'est les choses que mes colocs voulaient pas manger parce que c'était plus bon. Tabarnak. C'est ça pareil, man, je te niaise pas. Hey, pendant 1 année, là, j'habitais sur la tour, man. On habitait sur la tour à côté de l'Impact, man, à Saint-Hubert. Je te dis, man, Rive-Sud. Charlotte à Rive-Sud. Hey, là, il faut crier un petit Rive-Sud, puis on va regarder ça comme du 7, là. À 3, 2, 1, on crie Rive-Sud représente. Okay. Là, on va poigner ça, puis on fait vraiment ça. Non, vas-y. 3, 2, 1. Rive-Sud représente. Même pas fini ma phrase. Je suis down avec la Rive-Sud, mais je suis pas down je suis pas down de te suivre dans cette marde-là. En plus, Doug qui est genre astique. Hey, mais qu'est-ce que c'est intéressant pour vrai, là? Non, pour vrai, c'est un astique bon. Moi, je pense qu'il pourrait faire un round 2 de ce podcast-là parce que là, on a parlé tout du cheminement, puis là, ça serait cool qu'on pogne Doug et qu'on y en parle un moment donné, puis qu'on parle de toi, comment tu vis ta vie, là, Chris, parce que là, on a juste parlé de la musique sans. Mais en même temps, tu vois, c'est ça qui est difficile un peu avec les podcasts de même, c'est parce qu'on n'a pas le choix de. Tu sais, quand tu vois, là, je parle, on n'a pas le choix de vraiment se laisser parler. On peut pas vraiment s'entrecouper des fois pour aller dans d'autres directions, mais pour ce podcast-là, je trouve que c'est ça qui est le fun, parce qu'on a vraiment pris le temps de voir un peu ton background pour ça. C'est pas Doug Saint-Louis. Ironiquement, là, le pire, là, c'est que je suis sûr qu'il y a comme plein d'affaires qu'on a passées outre, parce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix, mais tout a une astuce carrière. Depuis tout à l'heure, je parlais, dans ma tête, je me disais « Ah oui, il faudrait que je parle de ça, je vais mettre une pin dessus, on reviendra tout à l'heure. » On n'est jamais revenu, mais c'est pas grave, tu sais, c'est ça qui est hot d'un podcast, c'est qu'on parle, puis les gens découvrent des affaires, puis il en reste toujours à découvrir après. Mais toi, c'est ton premier podcast, là. C'est mon premier podcast officiel, ouais. Puis je suis vraiment content parce que je l'aurais pas fait avec personne d'autre. Moi, ma première fois, je voulais vraiment que ce soit avec vous autres.
That's it, man. Ben, moi. on parlait de Rim Job tout à l'heure, là. Écoute, C'est bon, man. Non, mais c'est sûr que c'est plate qu'on n'a pas pu le faire, qu'on peut pas, on n'a pas pu le faire au studio du temps d'un jujube, mais en même temps, c'est hot. On Ben, c'est peut-être partie remise, là. On sait pas, là. Ah ouais, Mec, C'est le moi, studio je serais rouvre, down. là, la seule affaire, c'est que je ferai pas de jujube, malheureusement, mais Non, je sais. on peut se reprendre. Mais- C'est vraiment une question d'éthique, là, personnelle. Là. Mais je pourrais te donner un jeu de CBD. Il y a absolument, ça buzz pas rien, c'est juste, ça fait juste calmer quelqu'un. Ouais, ben en tout cas, tu checkeras, Doug, le CBD, parce que le CBD, ça bosse pas pour vrai. C'est no Ok. joke. Pour vrai, ça fait rien, là. On parle- C'est juste relaxant, ça peut être chill. Là. C'est même pas. Ben- Je sais même pas comment expliquer ça, mais là, justement, on va avoir un gars qui va venir nous expliquer ça à Adamo, hein. Yo! Ça devrait être le prochain podcast. Ça pourrait être le prochain podcast, parce que Ça là, pourrait être le prochain podcast, man. Hugo BHO. C'est Ben tout le oui. monde arrêtait pas de me gosser. C'était qui, Chris, qui nous donnait les jujubes? Ben là, je le dis, même s'il me dit de pas le dire. C'est Hugo BHO. Puis Chris, c'est ce gars-là, man, il va venir le prochain podcast parce que là, il n'y aura pas le choix. Tu sais, à un moment donné, Ben oui. il y aura pas le choix, là. parler que c'est lui qui les a fait. là. as-tu parlé, là, ou t'es en train de dire ça de même? Je sais qu'il est down de venir, mais toi, tu t'annonces ça de même? Live. OK. Moi, je m'en Moi, calisse, man. Moi, je décide que c'est lui, ça va être lui, OK? Et moi, je trouve ça vraiment intéressant si vous faites ça pendant que vous êtes en mode à distance comme ça, puis il vient tout vous expliquer ça. Ça ramène un peu vers le Ça va concept être encore du jujube d'habitude. Tu sais. Ouais. Ça va être encore plus vrai parce qu'on va être comme tous confinés chacun de notre bord, puis on va être tous vraiment conscients de ce qu'il nous explique, puis comme comment le faire. Puis limite, je pense que j'irais peut-être y en chercher des jujubes là, juste pour tester, genre, tu sais, comme je finis puis je fais une crise d'anxiété vraiment grave. Ouais, ben c'est ça. Non, mais il devrait vous les amener sur le balcon, là, chaque affaire, puis là, vous essayez tout au fur et à mesure pendant qu'il l'explique. Ouais, Mais ça c'est peut pas une bonne idée avec moi, ça. Mais moi, j'ai passé une partie du confinement, là, à un moment donné, là, j'ai eu un trip, là, tu m'en rends d'amour, j'étais ces jujubes constant, man. Là, gros, Ouais, man. je faisais plus rien. terrible. Gros, je mangeais des sacs de chips, man, Ça, non-stop. C'était terrible. C'était terrible. Il achetait des boîtes de biscuits, man. Il mangeait la boîte de biscuits one shot, là. J'étais comme, Oh. bro, man. Des biscuits Même au moi, sirop là, d'érable. Des biscuits au sirop d'érable, tout le monde, envoyait des courges. Non, mais pour vrai, fait que là, je me suis un peu... Puis après ça, il se demande pourquoi. Je sais pas pourquoi, là, j'ai pris un petit peu de poids, là. Ouais. Chris, pendant une semaine, asti, tu mangeais des biscuits, des boîtes de biscuits complètes, asti, à chaque soir. Ça, c'est Ouais. après avoir mangé toute sa Ouais. vie normale. là. Ouais. Mais tu sais, Je parlais mais tu sais, de ce qu'on vit là, c'est pas. C'est une première mondiale, puis c'est pas facile. Hein? Tu sais, chacun le vit à sa manière. Tu sais, peu importe la raison, je veux dire, tu sais, on fait toutes des affaires qu'on ferait peut-être pas dans la vie de tous les jours. Puis, Moi, je fais pas mal pareil, man. moi, moi, t'avouer, j'ai bu une coupe de shot. Ça faisait longtemps que j'avais pas bu, puis j'ai bu une coupe de shot. Depuis le début du Ouais. confinement, là, on dirait Pour que vrai? ça me prenait ça pour me relaxer un peu. Là. J'ai écrit ce hâte qu'on se refasse. On avait bu un petit peu ensemble quand on est allé faire le show de notre tune pour le Dundee Cumber, là. On Ouais. a bu un peu. Pas beaucoup, Ouais, on mais a bu on a un bu peu. 17. J'étais comme, Mettre dedans. asti. Mais je sais on peut en parler de ça, comment que t'es quand tu bois? Ah, on peut bien, rendu là. Hey, ceux qui vont avoir pris à peine d'écouter, je sais pas combien de temps qu'on est rendu, là, 1h30 de podcast, On est ils rendu méritent à de savoir quasiment, comment... Quasiment 2 heures. Ouais, mais commenter quand tu bois, tu dis ça, mais en même temps, tout le monde, quand ils boivent, sont un peu différents. là. Oh, Ouais. pas. Moi, je suis la même personne. Moi, en fait, c'est quand je bois La pas même que je fais la... personne. Oui, t'es la même personne, mais je veux dire, l'alcool altère beaucoup de Ouais. choses. Viens pas me dire que t'es pareil. Ah, je suis capable de chauffer, esti, tu sais, il y a des choses qui sont différentes, là. Ah ouais. Moi-même, je veux dire une vérité, là, je suis plus chiant quand je suis à jeun. Ouais, ça, c'est Plate. vrai. C'est vrai qu'à jeun, t'es plate, man. Ben, t'es pas plate, mais t'es différent. Je suis comme... Ouais. Il n'y a rien qui me... Tu sais, que je suis jamais comme... Oh, wow! Je suis comme... Cool. C'est comme... Je m'en calisse trop, genre. C'est comme Là, il est là, man. Il est là, il est pas content, là, parce que là... Ah, tabarnak, là. Arrêtez de me parler. Moi, je pense qu'à jeun, t'es amer, des fois. Chris, oui, man. Et là, on parle de nous autres. Le Doug, comment t'es quand t'es chaud? Ah ouais. Moi, je vais t'avouer que quand je suis... Moi, là, quand je peux me maintenir dans la zone cocktail, là, je suis fucking funny, là. C'est genre... Je suis genre fucking drôle, ça va bien, puis écoute, tout le monde est mon chum, puis on a du fun en salle. Ça, c'est les fois que tu m'as vu boire, là, c'est pas arrivé souvent, là, mais ça, je suis dans ce mood-là, ça va fucking bien.
Moi, j'ai adoré ça. C'est ça. Le problème, c'est que avec les années, parce que je buvais vraiment beaucoup dans le temps. Puis, on dirait que je tolérais bien l'alcool. C'est sûr que là, j'ai pas ton record, là, mais tu sais, je tolérais bien l'alcool. Puis tu sais, un 40 onces de whisky d'une veillée, c'était bien facile. Là, tu sais, c'était une soirée. Là, tu sais, Ben là, ça, c'est plus comme... Ben, ça, c'est rough, là, pareil. Hein, ouais, c'est ça. One shot, mais là, c'était ça le problème, c'est que, tu sais, ça en est venu qu'à un moment donné, mon corps, il acceptait plus ça. Fait que là, je suis venu à un bout où je commençais à faire des blackouts. Puis là, j'étais rendu Monsieur Cocky. Tu sais, dans la vie, tu me connais assez bien à cette heure pour dire que je suis vraiment pas quelqu'un de cocky. Là. Je suis vraiment quelqu'un de super respectueux. Puis ce que les autres pensent de moi, ça m'importe beaucoup. Puis dans le sens que, tu sais, je veux pas te déplaire aux gens. Je veux les laisser une bonne impression. Écoute, des fois, là, les dernières brosses avant que j'arrête de boire, là, man, je pouvais insulter mes meilleurs chums, puis leur rire d'en face, puis râler de la merde sur eux autres, des affaires même pas vraies, des affaires même pas rapport. Je m'inventais une vie si j'étais rendu. J'oubliais que j'étais marié, j'oubliais tout. Yeah, ça allait vraiment pas bien. Fait que j'ai pris cette sage décision d'arrêter de boire. Puis, premièrement, pour perdre du poids, ça aide vraiment beaucoup, déjà en partant. C'est vrai. Puis pour, pas mal pour n'importe qui dans la vie, pour rester marié, c'est vraiment une bonne affaire aussi de pas t'en boire quand tu faisais des blackouts et tu peux plus te justifier de n'importe quoi. Fait que, je pense que c'était de pas te couler puis traiter ta femme de tabarnak de con, tu me fais l'échapper, là. Mais c'est ça. Ouais, mais gars, à un moment donné, il faut qu'il accepte. Faut qu'il accepte. Ils sortent avec nous autres, faut qu'ils acceptent. Ah, c'est ça. Tu acceptes mon estime problème d'alcoolisme. Hey, toi, sinon, ben, va-t'en. Toi, Adamo, ta blonde, elle l'a accepté, là. Elle vit bien avec ça, là. Qu'est-ce qu'elle l'a accepté? Ben, de quoi? Elle a accepté que t'aimes prendre un petit coup de temps en temps. Ouais, elle a accepté, mais mettons que il y a la face qui vient avec, là. C'est ça. Ben non, je niaise là. Pour vrai, non, mais ça va bien. Hey, man, moi, je pense qu'on va... Oh, ouais, on va rapper ça. Je pense qu'on va rapper ça. Ben ouais, certain. C'est pas... Deux qui est comme, ouais, là, moi, il faut que j'aille souper, là. Ah, c'est bon, chill, man. Là, je t'apprends à me dire, mais qu'on ferme le podcast, on s'appelle pour continuer à jaser, les gars. Je m'ennuie de vous autres. On fait ça. Non, mais c'était cool, c'était vraiment le fun. Un bon podcast. Merci de t'être joint à nous, mon chum. Puis, Adamo, c'est quoi le mot de la fin, Adamo? C'est rim job. Yeah! Non, les gars, je ferme ça là. Hey, merci, là, les boys. on se revoit en espérant qu'on se voit bientôt et qu'on puisse enregistrer oui. et commencer à travailler. Là. Certainement. Merci pour l'invitation, puis j'ai hâte qu'on se revoie en studio. Là. Peace! La Rive-Sud! La Rive-Sud!